Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre équipe habituelle, moi-même, Phil, Jean-Luc et Baptiste, et notre invité spécial de la semaine, Yannick, alias Johnny Boy Lazarus, de chez Flow System Trading, qui va se présenter de suite. Bonsoir à tous et merci d'être parmi vous ce soir. Alors écoutez, ça va être sympa parce qu'on va parler un petit peu de trading, on va parler de crypto, on va parler un petit peu de tout ça. Et voilà. Alors moi, je fais partie du monde du trading à la base. J'ai découvert la crypto un petit peu tard, sûrement un petit peu plus tard que vous tous d'ailleurs. Voilà, donc j'ai fondé Flow System Trading. Alors Flow System Trading, c'est du trading classique sur des marchés financiers dits classiques. Les indices, CAC 40, DAX 30, US 30, Dow Jones, S&P, un peu de Forex. Donc on fait des signaux de trading, on fait des analyses de trading et on trade avec des abonnés en direct, avec des comptes réels, toutes les semaines et on envoie des signaux. On fait aussi des algorithmes de trading qui d'ailleurs fonctionne très bien sur les cryptos, car aujourd'hui, les cryptos sont des réels marchés financiers. Voilà, voilà. Et puis, accessoirement, je suis directeur d'un fonds d'investissement situé à l'étranger, donc un vrai fonds d'investissement. On gère des fonds de personnes, voilà, dans les règles de l'art de la vraie gestion. Voilà. En tout cas, merci à vous tous pour l'invitation. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi et pour nous, je pense. Je propose qu'on passe directement au planning de la soirée. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien voir avec vous, c'est comment déterminer une stratégie de trading qui nous soit adaptée. Comment déterminer sa stratégie pour qu'elle nous soit propre et qu'elle fonctionne avec nos émotions, entre guillemets émotions bien sûr, avec le capital, ce genre de choses. Bon, après, on va voir comme d'habitude la tendance du marché crypto. On monte, on descend. Bon, on est plus bearish en ce moment qu'autre chose. Un petit point sur les marchés financiers classiques. On a beaucoup de news et des choses très intéressantes, je pense, qui vont vraiment vous intéresser. Et du coup, le grand débat de ce soir, c'est vraiment parlons trading. On va vraiment s'axer trading ce soir pour bien comprendre quels sont les enjeux, comment déjà juste trader, comment on s'y prend, ce genre de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que Yannick est avec nous. Nous avons Phil qui est aussi une très bonne pointure au niveau trading, qui commence vraiment à être très très bon aussi niveau crypto. Et l'habituel Jean-Luc qui nous lâche toujours des pépites géniales. Mais je propose qu'on commence de suite. Allons-y, c'est parti. Allez, feu. Alors, moi j'ai une question. Comment on détermine une stratégie de trading? Alors ça, c'est une excellente question. C'est vraiment quelque chose qu'on peut adapter au trading pur, vraiment trading classique pour tous ceux que ça intéresse, mais aussi sur les cryptos. Alors très sincèrement, ce soir, le sujet est très intéressant et j'invite vraiment tous ceux qui sont parmi nous à prendre des notes parce que ça, c'est vraiment des choses qu'on donne quand on fait des formations avec des équipes professionnelles, avec des brokers, avec des plateformes de trading, avec tout ça. Donc, vraiment, ce qu'on va vous donner ce soir, c'est vraiment des infos qui sont pertinentes, qui sont utiles. Et c'est vraiment des infos que si vous allez creuser, vous serez vraiment, vous allez vraiment avancer dans votre trading. Alors, j'ai envie de vous dire, une méthode de trading en soi, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut plusieurs paramètres. D'accord? Donc, en fait, quand on investit sur les marchés financiers, on a en gros deux méthodes. D'accord? Vous connaissez tous les supports et les résistances. Ce sont des zones où le cours arrive et en fait, on a des rebonds, où on a des replis un petit peu du cours. En fait, il y a deux types de trading. Soit on achète ou on vend ce genre de support et de résistance. D'accord? Donc, on dit qu'on trade des niveaux. Par exemple, là, si je prends le Bitcoin, on sait qu'à 6005, on a un niveau important. Ça fait déjà deux, trois fois qu'on rebondit dessus. Donc, la plupart des gens vont, eux, acheter à 6005. 6005 euros ou dollars? Dollars, pardon, 6500 dollars. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, ça, Ah, c'est on parle toujours en dollars, mais Ouais, exactement. Moi, je parlerai en dollars pour le Bitcoin. Donc, en fait, on a du trading de support et de résistance, du trading de niveau. Voilà, ça, c'est une première façon de faire. Et contrairement à ça,
En fait, il y a une autre façon de faire qui s'appelle trader la tendance. D'accord? C'est-à-dire que vous avez un grand mouvement qui monte. Eh bien, écoutez, au lieu de trader les niveaux, vous allez trader le flux, vous allez trader le sens du cours. Alors, il y a beaucoup de proverbes en trading et en bourse, un classique qui dit la tendance est votre ami. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez un train qui est lancé à 100 km/h, bah, écoutez, montez dans le train, allez-y, tradez la tendance. D'accord? Donc, vous avez vraiment deux façons de faire. Soit vous tradez les niveaux, soit vous tradez la tendance. D'accord? Alors, l'avantage de trader la tendance, c'est que ce n'est pas extrêmement compliqué et surtout, bah, c'est plus pratique et c'est plus facile. Trader les niveaux, des fois, le cours peut vous faire des petites blagues et des petites feintes. Et par exemple, arriver à 6005, on achète ce niveau 6005 sur le Bitcoin dollar. Mais en fait, le cours va casser, il va descendre jusqu'à 5000, puis après, il va remonter. Voilà, ça, c'est un peu plus délicat. Donc, on a vraiment deux grosses façons de faire. Voilà. Après, personnellement, ça dépend de vous. Ça dépend de votre psychologie, de votre façon de faire, de comment vous voyez le cours. Moi, Voilà, personnellement, c'est ça que je voudrais savoir. C'est comment faire, comment on adapte une stratégie de trading à sa psychologie. alors il faut plusieurs paramètres. C'est très simple. Il faut d'abord se connaître. C'est-à-dire, est-ce qu'on est patient ou est-ce qu'on n'est pas patient? Voilà. Si vous n'êtes pas patient, vous allez vouloir trader tous les jours. Vous allez vouloir trader très souvent, vous allez avoir envie de cliquer sur la souris, d'accord? Et là, il va falloir essayer d'adapter votre méthode de trading. C'est-à-dire que vous allez plutôt faire du day trading ou du scalping. Si vous êtes quelqu'un de patient, alors là, on peut plutôt passer au swing trading. Ça, ce sont des positions, en fait, on en prend une ou deux dans la semaine, pas plus. On est patient, on est tranquille. Vraiment, le trading, ça doit être adapté à sa personnalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand vous tradez, quand vous investissez sur les marchés, peu importe le marché, que ce soit crypto ou autre chose, il faut vraiment que ça vous ressemble. Voilà, il faut vraiment que ça vous corresponde et ça, c'est très important. Ouais. Et toi, Phil, comment tu ferais pour déterminer une stratégie qui serait adaptée à quelqu'un? Enfin, comment toi tu as fait pour trouver ta stratégie? Ah bah, c'est beaucoup de boulot déjà. Après, il y a toujours un cadre. Moi, c'est ça que j'ai de transmettre. C'est qu'au final, moi, si tu veux, je me suis toujours posé la question. C'est qu'en trading, tu avances toujours et la plupart des gens ne regardent pas vraiment et ne se posent pas la question de comment on en est arrivé là. Alors que moi, toujours, je regarde en arrière, j'essaie d'analyser quelles sont les étapes qui ont fait que j'ai progressé, quelles sont les choses qui m'ont permis de progresser pour pouvoir, en fait, tout simplement m'en servir derrière quand il s'agit de retransmettre ça sous forme pédagogique, d'essayer d'avoir un peu de recul sur ce qui a permis d'arriver là aujourd'hui, quel est le cheminement et d'essayer de trouver par rapport à ce que je vois chez les gens qui progressent aujourd'hui, essayer de retrouver ces sentiments-là, ces points de passage et au final, on se rend compte qu'on passe tous par les mêmes choses et qu'on finit tous pratiquement au même point avec beaucoup de variantes évidemment parce qu'après chacun va avoir une propre stratégie et tu ne trouveras jamais quelqu'un qui traite de la même façon qu'un autre. Mais en fait, il y a une structure dans une stratégie que tu te retrouveras chez tous les traders. Et moi, c'est ça que je pense aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée quand tu veux essayer d'apprendre entre guillemets le trading aux gens, même si franchement c'est un bien grand mot. Et si on doit parler de formation dans le trading, je pense que je suis pas la personne la plus ouverte sur le sujet, pour pas dire que j'ai un avis très tranché là-dessus. Mais voilà. Après, dans ce truc-là, je pense que c'est là où les gens peuvent apprendre un peu plus vite en trading, c'est-à-dire pas perdre de temps à nager au milieu de la piscine et aller directement à l'essentiel en sachant que quasiment tout le monde passe par ces étapes-là et quasiment tout le monde derrière finit avec ce cadre-là. C'est ce que moi j'essaie de transmettre aux gens, c'est qu'en fait, c'est trois étapes toutes cons, mais si tu respectes pas ça, t'es pas dans le cadre d'une stratégie. En fait, ta première étape, ça va être de regarder ce qui se passe au-dessus du time frame sur lequel tu vas intervenir. Tu trades, mettons, comme je dis moi, en 2 heures. Moi, je donne des règles, encore une fois. Après, tout est toujours malléable. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait minimum un ratio de 6 à 8 entre le time frame que tu trades et le time frame sur lequel tu vas analyser ton contexte. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je trade en 2 heures et je vais regarder en daily. Voilà, ça fait donc ça fait 12 fois en moyenne. Bon, après, il y a des marchés qui ont des gaps et qui ne cotent pas 24 heures, mais en grosso merdo, voilà, ça va faire entre 8 et 12 de ratio entre le time frame 2 heures et le time frame daily. Donc, avant de trader en 2 heures, je regarde déjà la tronche qu'a le graphique en daily et c'est une étape obligatoire parce qu'il faut définir ton contexte, savoir à quel type de marché tu as affaire, si tu es en tendance, si tu es en range, où tu te situes dans le range, si c'est un range qui a plutôt une chance de sortir par le haut, par le bas, si tu es dans une bulle, si tu es dans un crack,
opaque, si tu es dans un marché manipulé. Voilà, c'est des trucs comme ça où il faut déjà cadrer ton marché, savoir quelle stratégie tu vas adapter en fait. Parce que dans le cadre de la stratégie, si tu fais pas ton contexte, tu peux pas trader tous les marchés de la même façon, c'est complètement débile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le marché, il est en range la plupart du temps, il est en tendance 20% du temps. Si tu trades en tendance comme tu trades dans un range, tu vas au casse-pipe. Et encore pire, si tu trades les ranges comme tu trades les tendances. Voilà. Donc, il faut précise bien pour rajouter comme à tout ça, définir une stratégie, c'est l'étape qui vient après avoir appris les différents patterns, les différentes formes chartistes, comment se servir de certains indicateurs qui vous conviennent, hein, parce qu'il n'y a pas d'indicateur miracle, mais des indicateurs qui vous conviennent après avoir déjà étudié vraiment le domaine. Vas-y, je te laisse répondre. L'indicateur, justement, moi je pense que c'est le truc qui vient en bout de chaîne. C'est-à-dire la plupart du temps, c'est de se concentrer sur 2 étapes distinctes de ce que moi j'appelle une stratégie en 3 étapes qui est nécessaire. Et tu retrouveras en fait ces étapes-là chez tous les traders si tu veux, qui ont une vraie récurrence, c'est-à-dire les traders pros, quoi. En tout cas, ceux qui gagnent leur vie du trading, on a tous cette stratégie-là. Après, on appelle nos étapes différemment, si tu veux, mais on fait tous la même chose. On va tous regarder ce qui se passe sur le time frame au-dessus d'abord. Ensuite, on fait une analyse sur le time frame qu'on va trader. Je sais pas, après là, tu as des millions de possibilités. C'est là où justement les stratégies divergent entre toutes les personnes. T'en as qui vont utiliser Ichimoku, t'en as qui vont utiliser d'autres trucs. Et là, c'est la partie cadre technique où en fait, il y a énormément de possibilités. T'en as qui vont trader les lignes de tendance, qui vont trader Bollinger Band, tout ce que tu veux, qui vont se servir en fait. Le cadre technique, l'objectif, c'est juste de supprimer 80% des prix et de te dire, les prix qui m'intéressent, c'est ceux-là. Tout le reste, je m'en fous. Et ça, il y a énormément de façons, effectivement, d'y arriver. Et après, tu as l'étape 3, qui est le signal de trading. C'est-à-dire, quand tu as fait ton contexte, tu sais comment tu vas aborder ton marché, tu as un cadre technique qui corrobore ton contexte, c'est-à-dire que tu as cadré ton marché, tu sais que tu veux intervenir dans ces zones de prix, le marché arrive dans cette zone de prix et tu vas attendre un signal. Le signal, il est donné en général par des indicateurs techniques. Il y a plusieurs combinaisons très connues qui fonctionnent. Mais voilà, il faut au minimum 2 indicateurs pour donner un signal. Sinon, c'est de la fumisterie. Donc, il faut vraiment limiter son risque. Et après, derrière, tu as toute la partie money management. Où est-ce que tu vas placer ton stop? Quel levier tu vas appliquer sur la position? Quel risque tu vas prendre? Où tu places tes targets? Voilà. Et en fait, quand tu as fait ça, tu as une stratégie de trading. Et si tu répètes ce schéma-là partout, tout le temps, contexte, cadre technique, signal de trading, tu verras que tout le monde fonctionne comme ça, en fait. Tous ceux qui gagnent, on fonctionne tous comme ça. Donc déjà, si tu intègres ce truc-là, qu'il faut bien checker ces 3 étapes avant de trader, déjà, tu as la base d'une stratégie. Et après, tu peux te concentrer sur ton cadre technique, apprendre l'héliotisme, l'Ichimoku, des trucs comme ça. Mais encore une fois, si tu penses que trader, c'est juste maîtriser Ichimoku, tu n'as rien compris. Si tu penses que trader, c'est juste comprendre Elliott Wave, pareil, grosse erreur. Si tu penses que trader, c'est comprendre que le prix se retourne parce que, en général, quand tu as une pattern RSI, MACD, ce que font la plupart des gens, tu vas, t'achètes les yeux fermés. Non, que dalle. Tu as juste un signal de trading. Tu as juste l'étape 3. Et si tu n'as pas fait 1 et 2 avant, ça vaut rien. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même se donner un cadre. C'est ultra important, c'est ça? Ouais, l'analyse. Ouais, vas-y. Alors, je rejoins ce qu'il dit, alors dans des termes un petit peu différents, mais de toute façon, nous, quand on trade tous les jours sur des marchés financiers, même classiques, même en crypto, même quand on trade la crypto, techniquement, petit 1, l'analyse, d'accord? C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, vous allez faire une analyse. Analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a 2 choses. Regardez la direction, d'accord? Vous faites une analyse, vous regardez la direction du cours et vous tracez les niveaux importants, d'accord? Alors, sur les cryptos, comment ça marche? Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on utilise tout le temps pour trader le Bitcoin, les cryptos et divers actifs. On regarde le cours en hebdomadaire, on regarde le cours en journalier et on regarde le cours en 4 heures. Alors pourquoi? Parce qu'on ne va pas le regarder en mensuel, d'accord? On n'a pas assez de recul et pas assez de cotation pour regarder le cours en mensuel, c'est pas assez pertinent. On regarde le cours en hebdomadaire, d'accord? Donc hebdomadaire, daily et 4 heures. Alors après, il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, vous utilisez des unités de temps, d'accord? Donc les unités de temps, c'est les bougies en fait qui ont une certaine durée. On utilise les unités de temps par rapport à chaque actif, d'accord? C'est-à-dire que le Bitcoin, lui, par exemple en 4 heures et en 15 minutes, il est top, top, top. C'est-à-dire que vous avez des rebonds qui sont fabuleux. Voilà, donc Baptiste le sait, David aussi, il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de choses. C'est vraiment très propre.
Par exemple, quand on trade les US, on ne va pas du tout utiliser ça. Ça dépend des mouvements de l'actif, vraiment. Et par exemple, le Ripple ou autre chose, par exemple, ou le Bitcoin Cash ou le Bitcoin Gold, d'accord, eux vont utiliser d'autres unités de temps. Par exemple, vous verrez, vous mettez le Bitcoin en mensuel, en hebdomadaire, en daily, vous faites votre analyse, vous regardez dans quel sens il va. D'accord? Si dans ces 3 unités de temps, ça monte, vous allez chercher des achats. D'accord? Là, on voit que en mensuel, ça monte. OK, très bien. En hebdomadaire, ça monte. En daily, ça monte. On va chercher des achats. D'accord? Donc après, il y a 2 choses. Soit vous achetez sur des niveaux, soit vous achetez en tendance. Voilà. Et ça dépend de votre psychologie. Et en fait, vu comment vous tradez, soit les niveaux, soit la tendance, eh bien là, vous allez utiliser des systèmes de trading différents. D'accord? Donc, comme disait tout à l'heure, soit Ishimoku, qui est un trading de tendance ou un trading de cassure, soit plutôt des divergences. D'accord? Ça, c'est des symboles de retournement avec des indicateurs. Mais en gros, je pense que la question vraiment réelle que ce que nous posait Quentin, c'est comment tu fais une méthode? Voilà, c'est ça la question. Comment tu fais une méthode? C'est ça le truc. Donc, petit 1, tu regardes vraiment, comme dit Phil, le contexte. D'accord? C'est une analyse. Donc, ce qui se passe au-dessus de ta tête, c'est vraiment le plus important. Toujours, toujours, toujours. Mensuel, hebdomadaire et daily, d'accord? Vous tradez la tendance vraiment sur ces unités de temps et après, vous avez ce qu'on appelle le timing, d'accord? Le timing, c'est là où vous allez rentrer, prendre position. Le timing peut vous sauver la vie, il peut vous sauver votre compte, il peut vous sauver des trades. Vous faites votre analyse, d'accord? Et après, vous êtes comme un sniper, vous attendez le point d'entrée. C'est pas parce que le cours il va exploser à la hausse que c'est le moment d'entrée. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est ce qu'on fait. Pour revenir à ce qu'on disait la dernière fois, pas de FOMO, surtout pas de FOMO. Toujours Non, garder non. ce calme. Ouais, les sentiments, vous les mettez de côté, ça n'existe pas. Un bon trader, d'accord, parce que pour moi, les mecs qui achètent de la crypto, c'est du trading, d'accord, même si c'est de l'investissement, des fois à longue durée, c'est du trading, d'accord, c'est un mec qui fait comme à l'usine. Moi, tous les matins, je fais la même chose. Je me lève, je bois mon café, je regarde les nouvelles de la journée, d'accord, peu importe ce qui se passe, je fais toujours pareil. La configuration, si elle me parle, j'y vais. Si c'est ma méthode, j'y vais. Si c'est pas ma méthode, j'y vais pas. Autre truc. Ça, c'est un conseil qui vaut de l'or, très sincèrement. Quand on rentre dans le trading, quand on veut apprendre, on apprend tout ce qui passe. Arrêtez tout. Arrêtez, 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 arrêtez. D'accord? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Un mec, quand il fait du sport, soit il court le 100 mètres, d'accord? Soit il fait des marathons. Un mec qui est bon au marathon, il ne pourra pas courir un 100 mètres. D'accord? Demandez à un mec qui fait du marathon de faire le championnat du 100 mètres. C'est juste pas possible. D'accord? En trading, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez formater votre cerveau pour dire, OK, moi, je trade comme ça. Je suis comme ça, je trade comme ça. Quand c'est dans votre méthode, vous y allez. Si ce n'est pas votre méthode, vous n'y allez pas. D'accord? Dites-vous bien que la différence entre un trader pro, type, entre guillemets, moi, d'accord, et des traders particuliers, c'est que quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc, vous prenez une méthode qui vous ressemble. Là, on peut vous aider. D'accord? Enfin, c'est pas de la pub, hein, mais je peux parler de ce qu'on fait avec David et Baptiste. Oui, Ouais, oui, vas-y. d'accord. On a décidé de donner un petit coup de main justement pour les gens, pour vous guider un petit peu. On fait des formations qui sont gratuites, hein. On ne vous demande pas 1 euro, vraiment pour vous aider. Donc c'est To The MOOC, d'accord? Vous regarderez hein, sur le CFC et voilà. Donc c'est vraiment ça. CFC, je précise, c'est Club français des crypto-monnaies, qui Voilà. est un groupe, à mon sens, que je trouve relativement actif, pertinent. Et voilà, je vais être franc, je vais dire vraiment les choses franchement pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, il y a des groupes, c'est triste à dire, mais je suis dessus et je vois le contenu qui diffuse, mais non. Ouais. Non, je dis juste non. C'est pas possible, c'est pas admissible. Tout le FUD, donc le FUD, c'est tout le n'importe quoi qui est raconté de façon continue. Aujourd'hui, il y a très peu de groupes actifs et qui donnent des choses pertinentes. Le Club français des crypto-monnaies, que je vous conseille, très bien, les personnes sont sympas. Bah, d'ailleurs, nous en avons 2 ici et David Princey qu'on a eu lors de l'épisode 2. Aujourd'hui, nous accueillons Yannick, Baptiste aussi, du coup. Ouais, voilà. Merci, merci. Donc, c'est vrai que pour résumer, techniquement, vous vous dites, OK, je vais acheter de la crypto, c'est super, on en parle, moi je trouve le projet génial et tout. OK. Mais comment vous faites pour acheter de la crypto? C'est ça la grande question, d'accord? Donc, encore une fois, renseignez-vous sur des groupes qui sont bien, avec des gens sympas, vous verrez. Bon, voilà, on vient d'en parler. Mais les clés, vraiment les clés, vous regardez en mensuel, en hebdomadaire, en daily, journalier, la direction du point.
Ensuite, vous avez votre timing. D'accord? Le timing, c'est votre point d'entrée. OK? Donc là, c'est pareil, vous attendez votre point d'entrée. Le point d'entrée, si vous commencez, vous débutez, vous ne maîtrisez pas, vous rentrez en 4 heures. D'accord? Pourquoi en 4 heures? Parce que c'est une unité de temps sur les cryptos qui est très propre et très cool. D'accord? Pas de stress, vous prenez votre temps, vous rentrez en 4 heures. Si vraiment vous maîtrisez le sujet, vous pouvez rentrer en 15 minutes. D'accord? Encore une fois, mon conseil, très sincèrement, rentrez en tendance. D'accord? Vous suivez le mouvement. Là, par exemple, on a des replis partout. D'accord? C'est-à-dire que là, vous prenez le Bitcoin en 4 heures, il baisse. On pourrait le vendre. D'accord? Là, par exemple, on aurait pu prendre, il y avait 1000 euros de différence. D'accord? Il est passé de 8003. Moi, j'avais un signal de vente à 8003. Là, on code 7002. Mais encore une fois, ce n'est pas la tendance. Eh bien non, c'est pas grave, je ne fais rien, je trade la tendance. D'accord? Alors, voilà. Apprenez une méthode, mais apprenez-la bien, d'accord? Maîtrisez-la. Prenez une méthode qui vous ressemble. Voilà. Soit vous tradez la tendance, soit vous tradez les niveaux. OK? Quand il n'y a rien à faire, ne faites rien. Ne mettez pas tout votre capital sur un trade. Ne vous exposez pas comme des fous, ça ne sert à rien. N'oubliez pas, votre capital, c'est votre outil de travail. Vous n'avez plus de capitaux, hop, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, allez-y tranquille, gagnez un petit peu d'argent et après, augmentez et tradez ce qu'on appelle votre pocket profit, d'accord? Donc, vous tradez vraiment vos gains. Voilà. Mais en premier, l'analyse, c'est la clé de la clé, d'accord? Nous, on apprend tout le temps à faire des analyses. Par exemple, juste un petit exemple, quand il y en a qui ont fait acheter à tout le monde les cryptos à 17 000, 18 000, tous les gars du groupe, tous les gars du groupe savaient pertinemment que c'était pas du tout le moment d'acheter, quoi. Mais pas du tout, pas du tout. Tout était au rouge, nous on descendait, voilà. Donc très sincèrement, l'analyse, ensuite le timing, votre point d'entrée, d'accord. Et ensuite, avec votre timing, il y a forcément le stop loss, votre protection, d'accord. Et après vos zones de profit, voilà. Donc il y a vraiment 3 points qui sont la clé de la clé, c'est la base. Sans ça, vous pouvez rien faire. Alors, moi, j'aimerais demander, je le trouve bien silencieux depuis tout à l'heure, notre ami Jean-Luc. Est-ce que toi, je pense que tu as quelque chose d'important à dire, Oh, c'est sympa ça. toujours de conséquent. Moi aussi, j'aime bien rentrer sur les marchés et penser en termes de groupe. J'aime bien connaître que font les groupes et voir quelles sont les forces en puissance. Et j'aime bien toujours avoir au moins 2 unités de temps supérieures dans le sens de lequel je vais intervenir. Et ensuite, je me sers assez souvent du 5 minutes comme unité de temps d'intervention. Et aussi, ce que j'aime faire, c'est donc déterminer des tendances sur le time frame supérieur et ensuite trouver l'unité de temps qui corrige, celle qui est contre-tendance, et ensuite rentrer en cassure de l'unité de temps qui corrige. Souvent, les stop-loss sont placés en dessous de la trendline de l'unité de temps qui corrige. Et on l'a vu hier, par exemple, à 7 heures du matin, quand le 30 minutes corrigeait, en fait, une fois que le 30 minutes casse, c'est tous les stop-loss des traders débutants ou des traders qui étaient contre-tendance, en fait, qui déclenchent une belle prise de position et une prise rapide. On va rapidement sur les objectifs dans ces cas-là. Aussi, on parlait de timing, de tempo. J'utilise aussi la régularité de marché, c'est-à-dire que on peut le faire visuellement, c'est-à-dire compter les bougies, bon, mais c'est un peu plus fastidieux. Mais le marché a des cycles. Souvent, en 30 minutes, on a des cycles de marché qui sont entre 3 heures et 4 heures. On peut observer des régularités de cycle. Et ensuite, en intraday, on peut voir des cycles de 45 minutes sur l'unité de temps de 5 minutes. Par exemple, j'utilise un outil qui est très simple, c'est cycle, ça s'appelle. On le trouve sur TradingView. Et en fait, c'est très intéressant de voir quand le marché propose des régularités de cycle. C'est assez pertinent. Bon, des fois, le marché, quand il est en tendance puissante, les cycles sont écrasés, donc ça sert à rien. Mais souvent, quand on trouve une régularité, c'est intéressant de s'en servir parce que y a une certaine pertinence. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Ouais. J'aime bien rentrer aussi sur les cassures, sur les breakouts de l'unité de temps directrice, c'est-à-dire par exemple une fois que je suis rentré en cassure de l'unité de temps qui corrigeait et que dans mon unité de temps donc d'intervention, par exemple 5 minutes, j'aime bien alléger, renforcer ma position et chercher des sorties de position en exagération du sens que je suis en train de travailler. C'est-à-dire quand le marché tente d'aller dans mon sens, j'allège ma position, je renforce ma position de type barrique, c'est-à-dire je vais petit
je renforce assez et ensuite je sors en arrivant sur les objectifs. Et dès que le marché exagère dans mon sens et qu'il me donne beaucoup rapidement, merci, au revoir, je vais à la plage. Eh bien, écoutez, ce qui peut laisser place directement à la tendance générale des marchés crypto. Bon, dernièrement, je pense qu'on a tous pu constater que Bitcoin n'était pas en grande forme, si je puis dire. On est sur un gros niveau aussi, il me semble, les 7200, qu'on a percé un petit peu tout à l'heure, enfin, du moins sur Bitfinex. Après, je ne sais pas sur les autres plateformes, mais gros niveau de support pour le moment, si je constate bien les choses. Exact, tout à fait exact. Ouais. On est quand même bien baissier hein, depuis le début de l'année. Hein. De toute façon, ça c'est évident. On a eu des rebonds qui étaient assez jolis hein, sur 6500 $. Hein, voilà. Pour faire bien, il faudrait vraiment déjà repasser au-dessus des 10 000 de toute façon. C'est-à-dire que même si les 6005 réagissent, admettons que les 6005 soient payés, réagissent, d'accord, ce ne sera pas du tout suffisant pour une reprise, hein, clairement. Il faudra d'abord casser le précédent plus haut en journalier, d'accord, qui est à 10 000. Voilà. Déjà là, on serait dans une petite reprise. Et vraiment, par extension, vraiment pour être bien, il faudrait vraiment casser les 12 000. Allez, 11 500, 12 000. Et là, ouais, voilà, là, on pourrait parler d'une reprise. Mais là, de toute façon, techniquement, on a un triangle. Alors, ça s'appelle un triangle à angle droit, d'accord? Un triangle à angle droit. On le voit surtout en journalier. Alors, il est situé entre 6500 de support et puis on a une oblique baissière. Hein, donc, c'est une droite de tendance qui baisse, d'accord, entre 2 ou 3 points. Il faudrait vraiment repasser au-dessus. Alors, 6005, c'est le premier support. Alors, attention, il y a une extension des 6005. Alors, une extension, c'est quoi? C'est quand le marché est violent, surtout en baisse. Hein. Il faut savoir un truc, en fait, hein, c'est que quand les marchés montent, c'est un investissement, d'accord? C'est pas du tout la même psychologie que quand le marché baisse. Quand le marché baisse, en fait, les gens, entre guillemets, c'est pas qu'ils vendent, c'est vraiment qu'ils prennent vraiment leurs bénéfices, surtout sur des marchés de crypto. Donc, c'est la peur, d'accord? Les gens ont peur. C'est vraiment un mouvement de foule et ça peut baisser très vite et très fort. Donc, on a 6005, mais ça peut aller à 6000. Alors, en dessous des 6000, là, par contre, ça fera mal. Si on passe en dessous des 6000, c'est... allez, techniquement, c'est 3000. Voilà, on peut vraiment... là, c'est là. C'est possible, hein. J'avais mis quelque chose. Après, dites-moi. Voilà, je le répète, je ne suis pas vraiment expert en trading et je travaille toujours en log. Je sais que je vais faire crier Phil, mais alors je vais peut-être publier une charte pour étayer un petit peu mes dires, mais grossièrement, à chaque fois, notamment depuis l'an dernier, depuis 2017 et fin 2016, BTC faisait des cycles clairement déterminés. Il allait faire son top. Ensuite, il faisait un nouveau plus bas qui venait taper sur le top précédent. Il a fait ça il a fait ça 2 à 3 fois de suite. Et un jour, juste avant le bull run, c'était mi-novembre, il a commencé à descendre. Bon, on était plus ou moins proche de la zone on était dans la zone de support malgré tout. C'est pas voilà. Il est parti en bull run. Il s'est jamais stoppé. Et il n'est jamais revenu se confirmer son point. Ouais, je l'ai environ à 4 980 $, 5 000. Voilà. Grosso merdo. Est-ce qu'on a des possibilités de revenir compléter ce cycle, sachant que le marché est cyclique? Qu'est-ce que... Alors, Surtout par rapport à l'idée des cycles. Alors, ça, c'est une excellente question. Alors, il y a un très gros problème qui se pose sur les cryptos, d'accord? On peut vraiment utiliser les cycles quand c'est un marché mature, en fait, quand c'est un marché qui est prêt. Techniquement, on a d'énormes problèmes sur les marchés des cryptos, qui fait que on peut avoir des événements improbables, d'accord, imprévus, qui dérèglent tout, qui cassent tout, concrètement. Alors, ces 4 paramètres, hein, il y en a 4. Hein. Petit 1, il y a un gros problème de sécurité dans les marchés de la crypto. Par exemple, quand on a vu énormément de problèmes. On a vu des hacks, on a vu
On a vu des cryptos qui se sont fait quand même prendre mais des millions et des millions. Ça pose un très gros problème. Ça pose un gros problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés ne sont pas du tout stables. Pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où les marchés ne sont pas stables, est-ce qu'on peut adapter des cycles qui vont nous dire, voilà, c'est précis, c'est comme ça se passe comme ça, comment, comme... Non, techniquement, c'est pas quantifiable. C'est-à-dire qu'on va utiliser des arguments d'analyse technique, hein, comme des moyennes mobiles et des choses comme ça, parce que c'est propre et c'est pas que ça prévoit, mais ça nous aide. Mais là, ce sont des marchés qui sont pas mûrs, d'accord, qui sont pas matures encore. On parle de régulation, il y a beaucoup de problèmes, c'est pas sécurisé, les gens en ont peur, d'accord, il y a beaucoup de problèmes. Quand on voit Nabila qui fait de la recommandation sur de la crypto, on se dit mais mince, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est... Voilà, donc quand on aura résolu tous ces problèmes, on pourra dire que ce sont des marchés qui sont bien, qui sont mûrs, qui sont prêts. On pourra intégrer des cycles, on pourra intégrer des choses précises, mais techniquement, pour moi, ce sont encore des marchés qui sont dangereux, clairement. Après, petite réflexion quand même, on parle de Nabila. Certes, Nabila est, excusez-moi pour ceux qui l'apprécient, c'est une guignole, hein, c'est un troubadour ambulant ce truc-là. Bref, j'espère qu'elle m'entendra pas. Mais quand je vois par exemple le patron de JP Morgan, Bitcoin is a fraud, bla 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 bla, et qu'on retrouve une de ses transactions, est-ce que c'est professionnel aussi? Non, c'est sûr. Je sais que c'est le milieu de la finance et que si, mais bon, de quoi se poser d'autres questions derrière quand même. Est-ce que... Ouais, non, mais ces gens-là, on ne peut pas les remettre en doute. Même, admettons, tu vas les voir dans un cirque avec des clowns ou je ne sais pas, moi, en caleçon avec des petites fleurs roses. Peu importe ce qu'ils font comme bêtises et comme conneries, jamais on remettra leur professionnalisme en doute. D'accord? Alors, il y a 4 problèmes sur les cryptos. Petit 1, les gens ne savent pas ce que c'est. D'accord? C'est bien connu. On a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. D'accord? Petit 2, les banques et tout le reste et tout le tralala, on a quand même une mauvaise pub sur les cryptos. Petit 3, on a un gros problème de sécurité. D'accord? Ce qui fait qu'au total, l'image, bon, en plus, ce sont des marchés qui ne sont pas régulés. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a des actions sur les marchés qui ne sont pas de la manipulation, mais de toute façon, il faut bien s'y attendre. C'est des marchés qui ne sont pas régulés, qui sont très peu sécurisés. D'accord? Alors, pour l'instant, ce n'est pas un marché qui est encore mature. Ça viendra hein, avec le temps, clairement. Et sincèrement, c'est bien parce que c'est que le début. C'est-à-dire que c'est vraiment l'avenir. Clairement, la crypto, c'est l'avenir. Et c'est juste le début. C'est-à-dire que quand les gens l'auront adopté, quand ce sera sécurisé, d'accord, quand par exemple, voilà, on pourra vraiment l'utiliser dans la vie de tous les jours, enfin vraiment démocratiser, là, on sera loin, on sera déjà loin. Mais nous, au début. Et ça, c'est très intéressant. Mais pour l'instant, c'est très compliqué d'appliquer à ce genre de marché des choses précises, comme des cycles, comme des... il y a 2 trucs hein, qu'il faut bien dissocier quand même hein, dans les cryptos. 1, il y a l'analyse technique, ce qu'on fait sur les graphiques. Et de 2, il y a nous ce qu'on appelle la macro-microéconomie géopolitique. D'accord? Donc, c'est toutes les décisions, les banques, les scandales, les hacks, tout ce qui se passe en dehors de ça. D'accord? Et ça, malheureusement, ça fait du mal aux cryptos pour l'instant. Vraiment. C'est tout ce que tu appelles analyse fondamentale, en fait. Exactement, voilà. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Alors ça, on peut pas le quantifier. D'accord? Il faut faire attention, vraiment. C'est-à-dire que tous les matins, il faut regarder un peu ce qui se passe. Alors ça, c'est pareil, c'est un sujet super intéressant, mais j'ai lu un article qui disait l'Italie, la sortie peu probable de l'Italie va faire passer un très bel été. Mais c'est totalement faux. Alors ça, pour moi, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que si les marchés descendent, les vrais marchés descendent, d'accord, ça voudrait dire que les cryptos sont une valeur refuge. Alors pourquoi pas? Mais pas tout de suite, sincèrement. Pas tout de suite. Plus tard, pourquoi pas? Mais au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont des millions, des centaines de millions, des milliards, par exemple nous, dans des fonds d'investissement, quand on gère de l'argent, les gens ne veulent même pas entendre parler de crypto comme sécurité. C'est-à-dire que si le marché tombe, on cherche une sécurité pour mettre notre argent. Donc avant, il y avait l'or, on sortait les lingots, hein, d'accord? L'or est toujours une valeur refuge. Si les marchés descendent, il y a ce qu'on appelle le marché obligataire, d'accord, donc et tout le reste. Mais clairement, on voit partout que si jamais c'est la crise de la crypto où on la vit belle, bah écoutez, ce sera compliqué. Et encore une fois, faites attention, d'accord? Alors franchement, ça viendra parce que la crypto, techniquement, c'est l'avenir. Hein, je suis pas en train de descendre, mais faut vraiment faire attention à ça. Et pour l'instant, c'est pas encore super bien bien accueilli, quoi. C'est ça.
Mais clairement, c'est l'avenir. Hein. Et là, rappelez-vous, hein, là, on cote 7 240 $. J'aimerais bien voir le cours du Bitcoin dans 10 ans, hein, quand ce sera Qui vraiment. n'aimerait pas? Bah, si jamais il y a la prophétie, le voyageur du futur. Je sais que j'en parle tout le temps, mais j'adore cette prophétie, mais ça devient c'est presque indécent, c'est même peut-être même flippant, la Ouais. façon dont, entre guillemets, ça se réalise petit à petit. Non, Après, mais c'est ça. c'est une extrapolation, mais C'est fabuleux. c'est excellent. Mais C'est moi, la prophétie. non, c'est dingue de toute façon. Enfin, tout ce qui est blockchain et crypto, de toute façon, les banques étaient en train de le faire, d'accord? C'est-à-dire que on voulait enlever la monnaie, on utilisait des cartes bleues, le paiement sans contact. Déjà, les banques avaient vraiment le monopole là-dessus. Ils voulaient vraiment gérer toutes les transactions comme ça, dématérialisées. Alors, le problème avec la crypto, c'est que voilà, c'est vraiment concurrencer les banques. De toute façon, les banques n'auront plus le choix. Et dans l'avenir, vraiment, ce sera la crypto. On n'en est qu'au début. D'accord? Mais ce sont des marchés qui sont encore immatures, qui ne sont pas régulés. Du coup, ça nous donne des fois des spikes, enfin, c'est-à-dire des grosses variations de cours dans tous les sens. Donc, c'est pas des conseils que je vous donne hein, clairement, mais vraiment, c'est super intéressant. C'est top, top, top. Mais concrètement, il y a des fois, c'est vraiment imprévisible. Hein. Alors, les cycles, on peut les adapter, on peut regarder, mais ça reste compliqué quand même. Hein. Après, je me permets, on était quand même l'an dernier, même époque, à 2 500 $. Donc même si on a baissé actuellement, le marché a quand même bien profilé. Ah oui, c'est sûr. Hein. Mais de toute façon, une correction, c'est une obligation, hein, de toute façon. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Ça montre que le marché est sain et qu'il se met à mature. Ouais, C'est vrai que c'est exactement. hyper intéressant. Exactement. Alors là, par contre, ouais, enfin, c'est un certain problème quand même. Alors pourquoi? Parce qu'un marché qui baisse, un marché mature qui baisse, c'est pas très grave parce qu'on sait qu'après, bon, ben, c'est un marché qui peut repartir. D'accord? Là, c'est un marché qui est pas mature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand le marché a commencé à descendre à partir de 2010, début 2018, les gens disaient, ouais, pas de problème, moi je rachète à 14, 15 et là, c'est parti 40 000, 50 000, 100 000. Eh ben non. Alors, mais pas du tout. Et pourquoi? Pourquoi le marché a baissé début 2018? Et pourquoi? C'est ça le problème, c'est qu'il faut voir la cause de la baisse. Pourquoi tout a baissé? Et pourquoi ça ne va pas repartir de suite? Pas parce Ah qu'il ouais. faut qu'il y ait des gens qui achètent et qui reprennent confiance, tout simplement. Exact. Eh ben voilà, donc exactement, tu viens de le dire, qu'ils reprennent confiance. Eh bien, il est où le problème? Le problème, c'est qu'on parle de régulation. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, on a descendu toutes les cryptos, d'accord, début 2018. En plus, il y a les futurs qui sont arrivés, donc on pouvait shorter le billet, on pouvait vendre à découvert hein, les cryptos. D'accord? Et il y a eu énormément de scandales, énormément de problèmes. Et il y en a eu tellement que même les bonnes nouvelles, bah, elles sont passées, hop, les marchés n'ont même pas bougé d'un poil. De D'accord? toute façon, quand tu es en baissier, les bonnes nouvelles n'impactent pas. C'est que les mauvaises qui descendent le marché. Comme en tendance Non, non, haussière. non, non, c'est pas obligé, non, non, ça dépend, c'est très relatif. Par exemple, sur un marché classique, tu vois, admettons l'autre jour, d'accord? Tu es en train de trader le DAX ou le CAC 40, d'accord? Et là, Trump, il se prend la tête avec notre ami de la Corée du Nord et les marchés dégueulent. Ok, pas de problème. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Une bonne nouvelle. Boum, on est remonté en flèche, on a tout corrigé, c'est même remonté plus haut que c'est descendu la veille. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas quantifiable, on ne peut pas prévoir les cours, pas du tout. D'accord? L'analyse technique, elle est là pour nous donner des niveaux, pour nous donner un flux, une tendance, un timing. D'accord? Avec une analyse technique, on est capable de faire des merveilles quand on respecte encore une fois la méthode hein, et qu'on en a une. Mais les nouvelles, c'est imprévisible, improbable, surtout sur les cryptos. D'accord? Surtout sur les cryptos. Surtout. Un bruit de couloir, ça fait monter les cryptos. Puis une fois qu'on l'a appris, bah, Tiens, hop, ça tu commençais à parler un petit peu de Corée du Nord, tout ça. Est-ce que ça te tente d'introduire un peu les marchés financiers classiques? Vous aviez commencé un débat super intéressant tout à l'heure par rapport au taux, par rapport au boom, c'est ça? ouais, par rapport au Bund et au marché actions, ouais. Ouais, tout à fait. En fait, ouais. Alors, sur les marchés classiques, alors attention, ne faites vraiment pas de parallèle entre les marchés classiques et les cryptos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que les marchés classiques baissent que les gens vont mettre de l'argent dans les cryptos. C'est pas du tout le même public. D'accord? Nous, quand les gens nous appellent et disent ouais, salut Yannick, bah écoute, j'ai 200 000, 300 000 à mettre, bah ok, on discute, mais ils veulent pas entendre parler de crypto. Hein. D'accord? Ça veut dire que les vrais marchés qui baissent, l'argent ne se transfère pas dans la crypto.
D'accord? Ce sera plutôt des grosses banques, vous voyez, comme JP Morgan, comme là, ils vont rentrer, ok. Mais c'est pas vraiment ce public-là, on va dire, de traders ou d'investisseurs classiques hein, qui vont rentrer dans les cryptos et qui vont faire ça. Hein. D'accord? Alors ouais, bon, la tendance en ce moment sur les marchés, c'est un peu compliqué. Hein. On a le CAC 40 qui arrive sur un plus haut. On a le DAX aussi. Le DAX 1, pour information, c'est le cousin du CAC 40. C'est l'allemand. Voilà. Donc ça, c'est très automobile, hein, industrie et tout ça. Écoutez, ça baisse, hein, ça corrige quand même pas mal. Et alors ça, ce sont les santé des entreprises, en fait, hein, en Europe. Et ça bouge bien. Alors nous, on a un adage hein, qui dit « Sell in May and go away ». Là, on peut parler de cycle, tu vois. Là, on peut parler de Effectivement, cycle. je n'ai Ouais. beaucoup entendu parler. Et vous parliez avec Phil du Bound. Ouais. Le Bund J'aimerais que aussi. vous repreniez ce débat, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Phil, Vas-y, Phil, t'es dans le coin? Tu penses quoi, toi? Ouais, je suis toujours là. J'écoute. Ouais, sur le Bund, on a un avis différent. On reviendra à la même sur la Oui. target à la fin. Mais toi, tu es encore dans la phase suivi de tendance. Moi, je suis déjà dans l'étape suivante. Mais après, encore une fois, c'est une histoire de timing. Et pour l'instant, je suis plutôt en train de me faire déchirer la tronche. Donc, voilà. Mais je dis toujours, le marché aura raison. Après, moi, encore une fois, en tant que spéculateur, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je traite des niveaux. On est sur un niveau, je le trade, point barre. Maintenant, encore une fois, je peux très bien avoir tort une fois, deux fois avant de trouver le swing. C'est l'agressivité qui veut ça. Encore une fois, en agressivité, on accepte d'avoir tort sur le timing. C'est le jeu qui veut ça. Maintenant, on verra. Hein. C'est pas parce que ça a débordé aujourd'hui et que ça dégueule que ça va continuer demain. Il faut bien être conscient qu'au bout d'un moment, le Bund est un marché manipulé, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a de toute façon plusieurs contextes de marché. Le Bund, c'est un marché qui est manipulé. Alors le mot fait peur et fait pleurer parce que voilà, tout de suite, ça fait théorie conspirationniste et tout ça. Non, c'est juste que le marché n'est pas un marché parce que de toute façon, tu as un acteur qui domine complètement la liquidité sur ce marché, c'est la BCE avec ses injections de liquidité en QE depuis que ça a commencé, le marché est plus un marché. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on se dirige plutôt vers la fin. Donc, moi, j'ai tendance à dire, c'est un contexte de marché très particulier quand on traite un marché qui a été donc catalysé volontairement par un acteur particulier, qui a faussé la liquidité, qui a faussé le jeu naturel du marché. Quand cette manipulation, moi j'appelle ça comme ça, même si le mot peut choquer, quand tu arrives à la fin de la manipulation, il se passe deux choses. Déjà d'une, tu atteins un point de non-retour, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as beau injecter du pognon, tu te décorrèles tellement de la réalité que ça marche plus. C'est ce qui s'est passé sur les Bunds. Quand on est arrivé en taux négatif, au bout d'un moment, les mecs se sont dit, bon, faut arrêter, c'est un peu n'importe quoi, on va pas foutre du pognon dans l'obligataire pour payer en fait. Alors ça restait toujours supérieur par rapport à l'inflation, mais si tu veux, au bout d'un moment, tu avais beau injecter du pognon, ça s'arrête. Tu trouves le bottom, c'est ce qu'on appelle le tipping point. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, tu as beau continuer à manipuler, ça coûte de plus en plus d'argent, et malheureusement, ça rapporte plus rien. Donc au bout d'un moment, tu as un effet où la manipulation ne peut plus fonctionner. Et tu as ce qu'on appelle l'effet de revient derrière, c'est-à-dire que la personne, là on ne parle pas d'une personne en général, mais c'est souvent un groupe de personnes, et là c'est clairement la BCE, comme tu es obligé de retirer tes billes, alors on va dire la BCE est infaillible parce que de toute façon elle a une profondeur bancaire infinie puisque c'est elle qui possède la valeur de la monnaie, mais encore une fois, c'est une relation de confiance. Le jour où la BCE elle perd sa confiance, elle perd sa monnaie, et là effectivement les cryptomaniaques seront très heureux d'entendre ce genre de truc. Mais il faut faire attention, encore une fois, la BCE elle a quand même les mains liées, elle ne peut pas imprimer du pognon à plus en pouvoir. Hein, elle a quand même un mandat, et son mandat c'est la stabilité financière, certes, mais au bout d'un moment, injecter du pognon, ça devient instable. Donc, est-ce que la prochaine crise financière ne serait pas justement liée à ça? Et pas elle une va crise venir de financière classique, mais une plusieurs crise de choses. la confiance. Confiance et autre chose. On a empilé plein de merde sur ce cycle économique et de toute façon, ça se paie toujours tôt ou tard. Mais encore une fois, ça se paie quand on descend. C'est toujours pareil, quand le marché monte, il ne se préoccupe pas de ce qui ne va pas. On s'en fout. Quand ça monte, ça monte. Le but, c'est bien entendu de créer des capitalisations, de les faire monter. Et c'est à ça que sert le marché. Donc, toujours regarder pourquoi ça devrait baisser quand ça monte, ça, c'est débile. Par contre, quand tu arrives en fin de cycle, comme on y est probablement, c'est là où tu commences un peu à regarder dans le rétro et à te dire, bon, qu'est-ce qui pourrait foutre la merde? Effectivement, aujourd'hui, tu as une grosse bulle de crédit avec les injections de liquidités qui ont complètement faussé le marché obligataire. Donc, tu as des États surendettés, tu as des entreprises aussi qui sont surendettées avec de la dette pourrie. Et quand tu vois que ça commence déjà à jeter du junk bond en ce moment, tu te dis que l'obligataire, il n'est pas super bonne santé et que pour le moment, la confiance est toujours là, mais que le jour où ça va commencer à chier, et ça arrivera de toute façon tôt ou tard, il faudra franchement pas être sur le marché obligataire à ce moment-là. Hein. Donc, il y aura un risque obligataire.
monétaire, il y a un risque par rapport à la crise, à la guerre des devises, et il y a un risque cyclique que quand de toute façon tu t'es pris 8 ans de croissance, au bout d'un moment, les investisseurs veulent prendre des bénéfices et ça fait baisser les valorisations. Donc tu as ces triples risques-là. Maintenant, encore une fois, le problème, c'est le timing. Est-ce que tu vends maintenant en disant les risques, c'est ça va forcément se passer demain, je vends? Non, voilà. Mais il faut être conscient de ces risques. Et est-ce qu'on n'a pas un gros risque qui va potentiellement arriver avec l'Italie qui commence à menacer un peu les marchés, non, on va partir, blablabla. Non, non, non. Alors, c'est un vrai mythe, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on a eu 2 gros cycles. Comme tu disais, hein, c'est vrai, on a eu 2 cycles de 8. D'accord? On a eu 2 cycles, on a eu 2000-2008, d'accord, crise des subprimes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et pourquoi, entre guillemets, il n'y aura plus de crise? D'accord? Ça, c'est très sincèrement, on va voir, mais très sincèrement, c'est pas dit qu'il y ait des nouvelles crises, hein, comme notre ami Olivier Le Marchal qui sur BFM TV, c'est un fin du mondiste. Hein, au bout de 8 ans, il aura peut-être raison à aller savoir quand. Alors, je vous explique un truc qui est très intéressant. En fait, comme tu disais, il y avait des cycles dans les marchés financiers. Vous pouvez regarder, vous pouvez prendre le graphique du CAC, hein, ça montait pendant 8 ans. Au bout de 8 ans, boum, ça baisse, ça corrige, après ça remonte. Bon, normal, hein, quand ça monte, il faut bien que ça baisse un peu et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, aux États-Unis, on a eu quelqu'un, la présidente de la Fed, hein, qui s'appelait Janet Yellen, d'accord? Donc ça, c'était avant. Elle a été, c'est plus elle maintenant, d'accord? Elle a sorti le quantitative easing, un QE. Un QE, qu'est-ce que c'est? C'est une injection de liquidité directe dans les marchés. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que les marchés baissent, d'accord? Elle ne voulait pas que ça corrige. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti l'argent et ils ont injecté tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu que les marchés baissent, eh ben, les marchés ont stagné et même pire que ça, les marchés ont explosé à la hausse. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que pas de correction. D'accord? Rappelez-vous la dernière fois qu'Janet Yellen a fait un discours avec la Fed, elle a dit tant que je ne serai là, il n'y aura aucune crise. D'accord? C'en est de même pour la BCE avec notre super Mario Draghi. D'accord? Alors, c'est pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a un DAX qui cote quand même 13 000 euros. D'accord? Rappelez-vous cet adage qui est énorme. Énorme, hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en gros, pareil, la meilleure chose que je peux vous dire, ne prévoyez pas ce qui va se passer demain ou après-demain. On s'en fout. On s'en fout. Ça monte, ça descend. On s'en fout. Tradez aujourd'hui, tradez votre graphique de ce que vous voyez. D'accord? Rappelez-vous l'adage. D'accord? Les marchés peuvent rester beaucoup plus longtemps irrationnels que votre compte n'est solvable. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, Mario Draghi peut parler, le marché peut monter à 14, 15, 16, 17, 18, 20 000, peut-être pour le DAX, on ne sait pas. On verra dans 5 ans peut-être qu'il n'y aura jamais de crise et que dans 5 ans, ce sera toujours haussier. Ça, c'est fort possible. La crise, d'accord, de 2008, si on prend le cycle, on l'attendait tous en 2016. Moi, j'étais devant les écrans avec des comptes en gestion, d'accord, en 2016. On tentait tous des ventes sur les plus hauts, à 10, 12 000. Est-ce que c'est arrivé? Jamais de la vie. On a perdu de l'oseille. On a perdu de l'oseille en prévoyant les crises à 2 francs. D'accord? Donc, il y a des acteurs qui sont là, qui sont la BCE, qui sont la Fed, avec des milliers, des millions, des milliards, d'accord, qui nous sortent des QE. Il n'y a pas longtemps, d'accord, la BCE a dit, ouais, bon, le QE, c'est bientôt la fin, hop, voilà, on va peut-être arrêter, on va l'alléger, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce que le marché a baissé? Non, pas du tout. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y en a un qui dit, on va envoyer de l'argent, on va en enlever, on va faire ci, on va faire ça, on serait bien incapable de dire qu'il va y avoir une crise ou pas une crise. Clairement, je vous le dis direct, très sincèrement. Avant, oui, il y avait des belles corrections. 8 ans. Ouais, très bien. Des cycles. Comment on fait? On peut pas continuer comme ça indéfiniment. C'est ça que Et pourquoi? Alors, je vais t'expliquer un truc qui est très très simple, d'accord? J'ai un collègue, pareil, hein, on était sûr de nous, hein, la vente. Hein. Ouais, le marché, il a monté pendant plus de 2, 3 000, 4 000 points, d'accord? Et on était vendeur tout le long. Il est monté, le marché est monté. Alors, Voilà. si on part quand même sur une logique classique et basée sur du factuel, évidemment, je peux prendre un exemple plutôt concret et marrant d'ailleurs. Le dollar zimbabwéen a continué à imprimer de la monnaie. Enfin, le scénario, on s'est retrouvé à un billet de 1 trillion de dollars zimbabwéens qui valait un US dollar. Ouais. C'est pas logique. Est-ce qu'on peut réellement continuer à imprimer
faire tourner la planche à billets pour soutenir l'économie. C'est que, voilà, vraiment pour rejoindre le point de fil de tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est plus soutenable. Plus on injecte de liquidité, plus on se décorrèle de la réalité des choses. Je suis d'accord. Enfin, quoique Marion Draghi est d'ailleurs vivement critiqué pour ses process, on est pris un petit peu pour. Je pense que tu m'as compris pour ça. Quand on injecte de la liquidité dans un marché, certes, il continue à monter, mais il y a un moment où c'est plus possible. Pour l'instant, c'est soutenu. Non, c'est pas faux ce que tu dis, hein. À un moment, c'est plus possible. Mais on s'en fout, en fait. Il n'y a pas de logique dans les marchés. Et il ne faut pas chercher de logique, en fait. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, si tu veux, quand tu commences à trader, tu fais très attention au taux, au truc, au patati, au patata. Moi, la seule chose à laquelle je fais attention, d'accord, c'est les horaires à laquelle ça va sortir. C'est la seule chose. D'accord ? Vous connaissez tous l'adage, hein, c'est pareil, encore une fois, mais c'est tellement vrai. Hein. Vous achetez la rumeur et vous vendez la nouvelle. Hein. C'est encore plus vrai sur les cryptos. Hein. C'est-à-dire que quand la nouvelle tombe, hop là, ça n'a rien fait. Un petit truc, un petit souvenir, l'élection de Macron, d'accord, il a été élu le dimanche. Le jeudi et le vendredi, on a payé le CAC 40. Tout est monté, tout est monté, tout est monté. Hein. C'est monté au ciel. Le CAC a pris 5, 6, 7%. On a payé le jeudi et le vendredi. Il n'était pas élu encore, Macron, d'accord, le copain de la finance. Quand il a été élu le dimanche, eh ben, le lundi, à votre avis, normalement, ça aurait dû monter encore. Eh ben non, rien du tout. On a tout corrigé. Rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché intègre déjà ce qui va se passer, d'accord? Ça s'appelle... Buy the rumor, sell the news. Voilà. Et ça exactement, Baptiste. Je viens que tu aies de le placer. C'est le marché. D'accord? On peut pas prévoir, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut pas prévoir du tout ce qui va se passer. Surtout que là, c'est des. On peut pas, enfin, on s'en fout. Par exemple, la prochaine fois, s'ils vont monter les taux ou baisser les taux, mais ça, c'est déjà pricé dans le marché. On l'a déjà, nous. On l'a déjà. Et Yann? Parce qu'on écoute les trucs et on sait déjà qu'ils ont prévu de baisser les taux. Donc, quand ils vont baisser les taux, bah, c'est pas une surprise, on le savait déjà avant. Du coup, le marché a déjà pricé. D'accord, le marché a déjà intégré la nouvelle. Hein. Donc, ça ne bouge pas. D'accord. Alors après, qu'il y ait du QE, pas de QE et tout, ouais, effectivement, bon, voilà. Mais il n'y a pas de logique, si vous voulez. Aucune logique. Aucune. Voilà. Donc, alors, je suis d'accord. Par rapport à le marché, price toujours ce genre de choses. Mais je pense qu'on a pu le constater d'ailleurs sur les charts. Les charts étaient étonnamment ultra méga super moches à voir. Les formes étaient bires. Et on était sous des supports. Et là, d'un coup, sous les supports, une fois cassés, boum, on remonte en flèche. Mais qu'est-ce qui se passe? Injection de la BCE, injection de la Fed. Mais au bout d'un moment, je pense que les gens vont se douter qu'il y a un souci, enfin, vont prendre conscience. Et regarde, on regardait encore la dernière fois, je regardais le petit débrief de Boursorama. Free qui s'est fait défoncer à moins 20% après les résultats. Oui, c'est sûr. Il y a un moment, je pense, où, et c'est comme ça, enfin, toujours, les prix montent, mais ils sont rattrapés par la gravité et se crachent après. En fait, il faut que tu fasses attention à un truc. C'est l'erreur que font la plupart des permaboules. Et justement, quand tu rentres dans ce dire, de toute façon, il y a tellement de liquidités dans le marché et on en injectera autant qu'il sera nécessaire pour que ça baisse jamais. Après, on sera complètement en désaccord, hein, c'est clair là-dessus, j'ai bien compris. Mais encore une fois, voilà, moi, je pars du principe que c'est clair, il ne faut pas rationaliser. C'est-à-dire que moi, le schéma que j'ai dans la tête, c'est un schéma de long terme. Maintenant, j'attendrai encore une fois d'avoir les signaux pour le trader. Je ne suis pas débile. Je ne vends pas un marché parce que j'ai envie qu'il baisse. Mais il faut bien être d'accord que le problème de la liquidité, c'est que c'est à double tranchant. C'est un truc que quand tu donnes de la liquidité au marché, tant qu'elle est injectée à l'achat, tout va bien. Mais le problème, c'est que quand ça va aller mal, et ça arrivera de toute façon nécessairement, qu'est-ce qui te dit que cette liquidité, elle va pas être injectée dans des ventes à découvert? Et que malheureusement, tout ce qu'au final, tu as mis dans le marché pour le sauver, va se retourner contre toi. Et puis derrière, tu auras beau injecter encore plus de pognon et dire, non, il faut surtout pas vendre. Acheter, on est là, on soutient le marché, vous pouvez pas vendre. Mais si tu plus cette confiance, avec cet excès de liquidité, en fait, comment tu retrouves les prix normaux, les prix rationnels des choses? Encore une fois, le marché, comme on disait tout à l'heure, il peut rester irrationnel très longtemps. Et ça, c'est clair. Et c'est le mec qui vend avec sa conviction et qui se dit, ouais, non, mais c'est normal, ça va forcément chuter.
Et on repassera sous mon prix d'entrée si je vends aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que ton compte, il pourra le tenir? Vraiment, la question, elle est très importante. Et c'est ça qui fait qu'il ne faut pas vendre aujourd'hui tant que, mais il faut faire attention à bien surveiller le mince filet de la confiance et savoir que quand on est dans un marché ultra liquide, on a effectivement créé ce que je disais tout à l'heure, des distorsions de marché. Moi, j'appelle ça des manipulations, mais le vrai mot, c'est ça, c'est une distorsion. Il faut être conscient qu'une distorsion, ça ne peut jamais durer. Voilà. Celui qui te dit que ça va monter ad vitam aeternam, il est juste imbécile. Ça peut pas fonctionner comme ça. Il y a de toute façon une fin à toute manipulation parce qu'au bout d'un moment, tu quittes tellement le sol que en fait, soit tu pars dans l'espace et en fait, il n'y a plus personne qui te trade et du coup, tu as un monstre de liquidité sans réel intérêt de trading. Donc après, tu as juste des spéculateurs qui s'amusent et en gros, mais comment tu peux pas faire ça avec le travail des gens? Je veux dire, on fait ça avec des actions. Tu peux faire le gugus avec ce que tu veux sur des produits dérivés et encore, mais là, tu parles de capitalisation d'entreprise, c'est des milliers de gens au travail, tu joues avec l'économie en fait. Donc il faut comprendre qu'au bout d'un moment, le marché spéculatif, il y a ce qu'on appelle les bulles spéculatives. C'est quand on rentre tellement dans la connerie fermée à Wall Street, dans le petit monde de la spéculation et de la finance, qu'on ne se rend pas compte qu'on joue avec l'économie réelle. Et au bout d'un moment, on en est tellement loin que si tu veux, tu prices tellement des profits futurs, parce que c'est sur ça que c'est basé le marché économique, qu'au bout d'un moment, tu te dis, oula merde, mais en fait, les profits, là, ils sont en train de baisser, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas, on a peut-être fait les cons, mais quand tu es tellement monté haut à ce moment-là que derrière, tu es obligé d'avoir un crack. C'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin, quand en fait, le marché n'a plus de vendeurs parce que personne n'ose se mettre en face et que du coup, on cherche les vendeurs aussi haut que possible. Le jour où tu les trouves, en fait, il n'y a plus que des vendeurs. Et derrière, l'objectif, c'est du coup de retrouver des valorisations entre guillemets normales, sauf que tu es allé tellement loin que tu te retrouves avec un crack. C'est ça le problème. C'est que, et ça a toujours été le cas. Et je suis désolé, moi je resterai là-dessus. C'est pas possible de penser rationnellement que ça peut continuer indéfiniment. Il y a forcément un moment où tu vas trop loin. Et quand tu vas trop loin, derrière, tu te retrouves avec l'autre côté du rasoir qui rentre. Et il y a que, pour l'instant, on n'a jamais connu on ne sait pas encore à quoi ressemblera la correction d'un marché dopé à la liquidité. Donc évidemment, plus on va loin, plus on augmente les risques, plus derrière ce sera dangereux. Mais encore une fois, le problème c'est le timing. Ce qu'on dit là, c'est juste on parle d'économie là, on ne parle pas vraiment de trading. En trading, il faut un timing. Ça veut dire que si on doit rentrer dans une bulle, il ne faut pas te mettre à vendre maintenant parce que tu vas te faire démonter pendant plusieurs mois. Et il faudra attendre cette bulle et quand elle arrivera, par contre, derrière, ce sera moche. Mais ça ne peut pas monter indéfiniment. Voilà, c'est... Non, en partie, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord sur pas mal de choses. Et puis, j'ai envie de te dire, même si on n'est pas d'accord, écoute, c'est tout l'intérêt d'une discussion et d'un débat, clairement. Non, c'est vrai. Hein, moi, je respecte vraiment le point de vue des autres et c'est important. Et voilà. Mais vraiment, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je trade aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais ça fait 8 ans que je trade. On a vu des situations tellement particulière, tellement rocambolesque que voilà, ce qu'on a appris, c'est vraiment à ne pas prévoir. Par exemple, le dos, depuis l'élection de Trump, il a presque pris 100%, d'accord? Il est passé de 16 000, là, au jour d'aujourd'hui, il cote 26 000, enfin 24 000, il est monté à 26 000. Techniquement, tu nous aurais dit, voilà, là, tu dis non, mais non, c'est pas possible. Je te parie 500 000 balles que non, c'est pas possible. Voilà. Alors, après, ouais, les marchés sont tellement irrationnels. Après, comme tu dis, un jour, ça va corriger, mais un jour, quand? Voilà, le truc, c'est qu'en fait, on s'en fout, c'est quand. Non, mais tu distors mon propos. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est... Non, mais on s'en fout de savoir. Je veux dire, moi, les potes chez la Société Générale, mes potes chez la Société Générale, quand ils mettent de l'argent quelque part, on s'en fout de savoir. On s'en fout que le pétrole monte à 200 $. S'il monte à 200 $ et que le prix du litre d'essence à la pompe, il est à 3 €, tu vas me dire, ouais, il y a la population, ouais, 3 € le litre. Non, mais c'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, à 3 € le litre, oublie, je fais 300 km avec la voiture, pleure, c'est trop cher. Et ouais, mais qui possède les clés de ça? Les fonds, les banques, les aides, du coup, nous, on s'en fout de savoir si ça monte ou ça descend. On n'en a rien à faire de savoir qu'est-ce que fait cette action, qu'est-ce qu'il fabrique comme produit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Non. Encore une fois, il faut pas oublier qu'effectivement, c'est de la spéculation. Effectivement, il y a des fonds qui peuvent que acheter, donc voilà. Il y a des fonds qui peuvent vendre aussi, d'accord, des fonds spéculatifs, d'accord. Mais concrètement, que l'essence, d'accord, ou que le Brent, que le pétrole monte à 300 $ le baril, ou le gaz, comme il y a eu le problème, qui monte à 4 ou 5 à cause du problème en Ukraine, les commodités, le
café, le sucre et tout, malheureusement, j'ai envie de te dire, on s'en fout, malheureusement. Alors moi, je ne fais pas partie de ce groupe-là parce que je ne traite pas ce genre de truc, hein, concrètement. D'accord, j'ai une moralité, mais clairement, mais le Dow Jones peut bien monter à 50 000, que ça ne m'étonnerait pas dans quelques années, sans correction. Hein. Alors, Mais bien sûr, moi non plus, mais c'est ce que je te disais. Moi, je te parle encore une fois, pas d'un truc. Moi, ce qui me gonfle, c'est que si tu parles de ce truc-là, tout de suite, t'es classé permabère et on te dit, tu regardes tout ce qui va pas et compagnie. Non, mais c'est vrai, si tu veux, j'ai tellement l'habitude en ce moment, alors que, et c'est le premier truc que je dis, tu vois, en 2016, justement, tout le monde vendait les bottoms, tout le monde était bear, et on était 2 seuls cons en France à dire, faut acheter les marchés, ça va monter. Et ben, moi, j'ai acheté les bottoms en 2016, donc tu vois, déjà, ça colle pas du tout avec du permabère. Le seul truc, c'est que si tu veux, quand on est là maintenant, pour moi, on est sur un timing où on cherche du vendeur. Maintenant, est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va pas arriver? C'est la grande question. La réponse, encore une fois, comme je te dis, je l'ai pas, et je m'en fous, en fait, de l'avoir. C'est juste que moi, je traite des signaux vendeurs parce que je les ai, point barre. Effectivement, moi aussi, je suis dans la même approche où je traite ce que je vois et je ne vais pas chercher à aller au-delà de ça. Mais si tu veux, moi, j'aime avoir à côté une réflexion économique que je ne traite pas, encore une fois, c'est 2 choses différentes. C'est ce que je disais bien tout à l'heure. Il ne faut pas mélanger l'aspect technique que tu as sur tes graphiques et ce que tu penses de l'économie. Je pensais quand même bien aussi d'avoir un avis sur ce qui se passe. Et pas ça. Mais après, il faut être capable de se détacher. C'est clair, quand on traite pas la macroéconomie. Le but du marché, c'est de l'anticiper à travers le prisme du marché qui est de toute façon voué à monter. Donc, il va de soi que de toute façon, une bonne nouvelle procurera toujours plus de hausse que ce qu'une mauvaise nouvelle peut donner de baisse. Parce que les marchés sont faits pour ça. Je pense qu'il faut repartir du fondement des choses et bien voir ce qui s'est passé à la suite. C'est que à la base, nous avons l'économie et les marchés financiers. Les marchés financiers qui étaient avant tout là pour être au service de l'économie. Ce qu'on observe depuis plusieurs dizaines d'années quand même, c'est que c'est tout l'inverse qui est en train de se profiler à l'horizon. Ça, je pense que c'est une conclusion qu'on peut tous tirer, pour pas trop m'avancer. Aujourd'hui, c'est vraiment l'économie qui est au service de la finance. On voit clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut aussi se rappeler que l'économie, c'est entre guillemets nous, le peuple. Et certes, il peut y avoir, ça peut monter indéfiniment, blablabla, ça peut continuer, mais il est toujours intéressant de se pencher sur tout ce qui se trame vraiment autour. Alors, pas d'essayer de prédire le retournement, c'est vraiment difficile. Et l'invité du jour est Olivier Delamarche. Non. C'est ce genre de personnes qu'il faut que tu invites, mais effectivement, ces gens-là, ils ont une étiquette de permabère et eux, ils la méritent. J'ai même envie de dire, ils la revendiquent. Mais ces gens-là ne sont pas des traders. Encore une fois, c'est bien 2 métiers différents. Là, moi, je peux te parler en tant que trader, je peux te parler aussi en tant qu'être humain, conscient et ouvert à ce qui se passe dans l'économie. Et c'est bien 2 points de vue différents que je te défendrai. Il va de soi que d'un point de vue trading, je suis tout à fait d'accord, en fait. Pour moi, c'est clair, le dos peut monter à 50 000, en fait. Je m'en branle. Mais dans ce cas-là, on sera dans une grosse bulle. Et si tu veux, je vais juste activer des schémas derrière qui font que moi, j'achète pas une bulle. Parce que ça peut toujours, tu sais pas quand ça finit. Par contre, il y a de soi que dès qu'il y aura des signaux vendeurs derrière, je reprendrai la main. Mais par contre, cette fois, pas pour une petite correction de 20%. Là, on ira clairement sur un machin où tout va se péter la gueule et ce sera plutôt moche. Et là, la Banque centrale, elle aura beau injecter des milliards, ça servira plus à rien. Hein, voilà, c'est vraiment ça que j'essayais de dire au bout d'un moment, c'est qu'il va y avoir un rappel, voilà, pour partir un petit peu plus vraiment dans l'économie et un constat de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on arrive à un point où les gens, la population, la masse, où je pourrais potentiellement me trouver aussi, on essaye aujourd'hui avec notre petit SMIC de survivre. Tant qu'on est encore dans la survie, ça va. Mais quand on n'arrivera plus à survivre, il va y avoir quelque chose. Et là, les marchés financiers vont le sentir. Et contrairement à ce que disait tout à l'heure, justement, je pense que tout va se casser la gueule, mais tellement violemment. Et on pourra faire autant de QE qu'on veut. Voilà. Et je pense qu'il y a un film aussi qui était génial. T'en es pas encore à ce stade-là. C'est-à-dire que pour en arriver au point, c'est ce que je te bien que tu comprennes que pour déclencher un crack, il faut d'abord déclencher une pattern. Tu n'as pas de crack si tu n'as pas de bulle spéculative. Le crack, c'est la rétrospective, c'est l'autre côté de la lame de la bulle spéculative. Tu ne peux pas avoir de bulle spéculative sans crack et tu peux clairement pas avoir de crack sans une bulle spéculative. Sinon, on appelle ça une correction de marché. Soit une correction en fin de cycle, tout simplement parce que tu as pricé des bénéfices futurs qui d'un coup n'arrivent plus. Au final, tu te rends compte que merde, on est peut-être monté un peu fort, donc ça corrige. Ça, c'est une correction typique à la de marché. façon The Big Short.
Mais non, mais ça, c'est une correction de cycle, si tu veux. The Big Short, c'était un peu le même délire. C'est parce qu'on a eu des distorsions de marché, des formations de bulles dans des secteurs, et derrière, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les banques centrales veulent éviter. C'est qu'elles veulent bien sectoriser les différents marchés, faire en sorte que quand c'est la merde quelque part, ça puisse pas éclater partout. Mais le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte que les liquidités qu'ils donnent, elles se répandent partout, malgré tout. Et elles se concentrent au bout d'un moment et elles forment des bulles, parce que c'est de toute façon comme ça. La bulle, si tu veux, c'est un schéma qui est inévitable. Parce que de toute façon, que tu augmentes la liquidité ou non, plus tu augmentes les valorisations, plus tu augmentes le risque. Et au bout d'un moment, tu arrives à ce que je te disais tout à l'heure, le point de non-retour. C'est-à-dire qu'au final, tu as tellement sous-estimé le risque que d'un coup, un petit merdier te fait tout éclater. Et d'un coup, tu te mets à voir tous les risques que tu as oubliés. Parce que le marché, il a des œillères et il est très fort pour ça. Il faut te dire un truc, c'est que quand tu arrives à ce point de non-retour, il suffit d'un tout petit truc pour que tout déraille. Et évidemment, derrière, il n'y a plus de confiance parce qu'on se rend compte que c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est le retour à la moyenne derrière. Mais là, tellement loin et elle est brutale et le retour se fait tellement violemment que tu vois, les schémas de crack, moi j'essaie d'apprendre aux gens comment les voir, c'est toujours les mêmes patterns et le crack c'est lié à de la psychologie parce que pour que tu aies un crack, il faut que tu aies eu une phase d'euphorie. Il faut que tu aies des gens inexpérimentés qui soient rentrés dans le marché. On n'en est pas encore tout à fait là, mais on a des signaux assez inquiétants. On voit par exemple que sur le sommet qui s'est mis là juste avant en début janvier, il y avait 5 milliards d'ETF achetés, je ne sais plus où, chez qui. Voilà, c'était des trucs comme ça. Tu te dis, putain, merde, qui achète de l'ETF alors qu'on a un marché qui monte en. Enfin, tu n'achètes pas de l'indiciel dans un marché comme ça. Donc ça peut être que des gens pas instruits qui font ça, et tu regardes comment réagissent les marchés juste après, boum, ils te lâchent 10% en ligne droite derrière. Donc voilà, moi je vois qu'il y a bien des vendeurs dans ce marché. Maintenant, je voudrais les voir se manifester avec un peu plus de force. Maintenant, s'ils viennent pas, c'est clair que je pense qu'on peut sans problème passer dans une bulle. Et encore une fois, la bulle, c'est quand tu cherches des vendeurs. Et quand tu les trouves pas, tu montes toujours plus haut jusqu'à les trouver. J'ai un collègue qui me disait, bien placé en Suisse, j'entretiens quelques relations avec lui. Tout ce qu'il me dit, je le prends entre guillemets au pied de la lettre, il est super pertinent dans ce qu'il dit. C'est que justement, je lui parlais un petit peu de ce qui pourrait se passer. Enfin, j'avais un petit peu peur, la crise, voilà, j'ai une jeune expérience, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis pas expert ni rien, mais il m'a fait quelque chose de très intéressant, une petite réflexion. Il dit, pour le moment, je ne vois pas du tout un crash financier, une envolée des prix. Il a sous-entendu une bulle, mais que la correction qui s'en suivrait derrière serait entre guillemets majeure. Aujourd'hui, on se souvient tous je crois que c'est la crise de 29, si je me rappelle bien. Je dis Oui, pas oui. d'erreur. Hein. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a des similarités, mais encore une fois, tu vois, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Ou alors tu le fais, mais en tant qu'être humain, pas en tant que trader. Parce que là, tu es en train de penser 15 coups en avance. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est pas ça. C'est vraiment juste d'avoir un petit schéma qui te permet de te placer dans un cadre. Tu vois, quand tout à l'heure, je te donnais 3 étapes. Moi, là, l'étape que je cherche à savoir en ce moment, c'est à savoir si on est dans un marché qui consolide. C'est-à-dire, on est toujours en tendance haussière, je pense, dans les marchés. Je pense clairement pas qu'on soit à l'aube d'un bear market demain. Vraiment pas. Hein. Par contre, qu'on soit à l'aube d'un petit trou d'air de 15% en quelques semaines, ça, je pense que c'est possible. Et c'est ce que je cherche à savoir en ce moment. Savoir si on trouve les vendeurs qui font déclencher de nouvelles prises de profit ou pas. Et c'est pour ça que le moment actuel là sur les indices, je le trouve passionnant si tu veux, parce que tu as bien 2 visions qui différencient le marché. Tu as effectivement le permabull qui continue d'acheter, et quand je vois des analyses américaines, de traders américains, je te dis des fois, je me dis waouh, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la même façon de voir les marchés. Et c'est clair. Les Américains, ils ont cette vision permabullistique et pour eux, ça y est, on est déjà repassé au-dessus des moyennes mobiles, le momentum est acheteur, donc on va se diriger doucement mais sûrement vers les sommets historiques. Possible, encore une fois, mais moi je ne le vois pas vraiment. Mais en attendant, la guerre qui se passe maintenant sur les indices, je la trouve très intéressante, c'est clair. Parce qu'il y a bien 2 scénarios, mais encore une fois, moi je suis obligé de choisir un camp, je suis trader, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort, je m'en branle. Ce qui m'importe, c'est juste que j'ai 2 scénarios, je dois en choisir un, et si je n'ai pas le bon, tant pis. Il faudra que je laisse des stops, je vais juste pas y cramer mon compte, c'est l'intérêt, d'y perdre un peu. Par contre, si ça déclenche, il faut que je prenne un max. Ça, c'est clair. Et toi, Jean-Luc, des commentaires par rapport à tout ça? Je fais pas trop d'analyse fondamentale. J'aime bien voir ce que le cours reflète. Non, je suis pas très calé dans les fondamentaux. J'aime D'accord. bien trader des
des annonces avec, comment dire, avec, comment ça s'appelle, des calendriers économiques. De temps en temps, je fais ça. C'est-à-dire quand je sais une société va sortir un produit, un projet, ou fusionner, des choses comme ça, faire un placement, ou même sur la crypto avec CoinMarketCal, travailler les mainnets, les testnets, les choses comme ça. J'aime bien me placer de manière spéculative sur des calendriers, mais sinon, pas plus que ça. Bon, bah, je pense qu'on peut reprendre nos discussions. C'est vrai que c'est plutôt passionnant par rapport à l'économie réelle. Plein de Oui, points mais de vue qui divergent. Ouais, mais encore une fois, vraiment, c'est pas important parce que c'est vrai qu'on était là pour parler trading en fait. Et c'est clair que là, on parlait d'économie, mais en fait, franchement, ça n'a rien à voir. C'est clair, faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Trader, ça n'a rien à voir avec l'économie réelle. Non, c'est vrai. Il y a un truc important vraiment au jour d'aujourd'hui qu'il faut bien prendre en compte, hein. Et ça, même nous, on le voit en termes de gestion. Chaque jour est différent. Concrètement, il faut arrêter de prévoir à 6 mois, à 1 an, à 5 mois, même à 2 mois. D'accord? Vraiment, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est demain est un autre jour. D'accord? Formez-vous, apprenez une méthode, entourez-vous de bonnes personnes très sympas. Ouvrez pas des comptes n'importe où, faites-vous pas arnaquer, faites attention à ce que vous faites. D'accord? Oui, on peut gagner de l'argent sur les marchés financiers. Oui, on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. D'accord? Mais c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que il faut apprendre une méthode. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Moi, j'ai mis 4 ou 5 ans quand même avant d'être bon, avant de dégager de l'argent sur les marchés. 4 ou 5 ans. Ouais, ça a été long. Ça a été long. Ça a été vraiment très long. Ouais, mais oui, c'est possible. Mais clairement, quand vous tradez plutôt en day trading, d'accord, voire sur quelques jours. Mais au jour d'aujourd'hui, les marchés sont très risqués, très très risqués. C'est pour ça qu'on en est tous à faire de l'algorithme, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme informatique qui donne soit des indicateurs, soit une méthode de trading semi-automatique, soit une méthode de trading automatique. Voilà, ça donne des indications, différentes indications, des entrées des fois, des stops, des take profit et tout ça. Après, je pense qu'on peut peut-être se recentrer sur le trading plus conventionnel, qui, je pense, vraiment la méthode pour apprendre à trader. Voilà, moi je suis. Ouais, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Je pense que ça peut bien en tout cas de parler là-dessus. C'est un sujet qui intéresse vachement les gens, en plus de parler de trading automatique et tout ça. Parce que c'est vrai qu'en plus, c'est responsable de la circulation de la liquidité aujourd'hui. Tout va vachement plus vite pour ces raisons-là, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as effectivement toujours des gens. Et effectivement, moi, je pense que la mode et le truc du moment, c'est plutôt le trading semi-automatique si tu veux faire des rendements, parce que le trading automatique, 100% auto, ça rapporte pas grand-chose. Sauf si tu as vraiment des grosses gestions derrière et que tu as vraiment beaucoup de pognon à gérer. Mais après, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que voilà, ça induit une facilitation. Déjà que tu as plus de liquidité qu'avant. Maintenant, tu as beaucoup plus d'automatisation. Les stratégies se court-termisent. Donc, effectivement, le pognon circule très, 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 très vite. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu déstabilisé enfin, l'être humain se sent un peu déstabilisé par rapport au marché. Mais ça ne veut pas dire que le marché, pour autant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne pourra pas continuer là-dedans. Même si nous, on le perçoit comme un peu irrationnel et un peu fou, ce n'est pas nécessairement non plus irrationnel. C'est juste que ça va plus vite parce que le marché s'adapte avec les gens qui le composent. Et comme aujourd'hui, il y a de plus en plus d'automatisation, ça va plus vite, les mouvements semblent complètement fous, irrationnels, mais en fait, ça reste le marché, si tu veux. Tant qu'il sera composé de ces robots, il faudra compiler avec, quoi. Comment on fait dans ces cas-là pour créer un algorithme? Du coup, excuse-moi de t'avoir coupé, Yannick. Comment on fait pour créer un algorithme? Comment le penser? Comment on réfléchit? C'est assez simple. C'est assez simple. Enfin, c'est simple. C'est très compliqué, mais je vais vous l'expliquer simplement. D'accord? En fait, quand on trade, on va dire que 90% des traders, d'accord, qui ont une méthode. Là, on parle de traders qui ont une méthode solide, complète et qui savent ce qu'ils font. D'accord? Alors, ce sont des méthodes qu'on appelle des méthodes discrétionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'une méthode discrétionnaire? Une méthode discrétionnaire, c'est une méthode qui laisse place au jugement du trader. Donc, c'est pas sur des faits mathématiques. D'accord? Alors, c'est s'il fait beau, si le ciel est bleu, peut-être que éventuellement, là, c'est un peu au feeling en fait. Donc, il y a une vraie méthode derrière, mais il y a un peu de feeling dedans. Alors,
Ça, c'est pas codable, d'accord? On peut pas expliquer à un ordinateur, prends ces sentiments-là, peut-être que je sens le truc. On peut pas le définir mathématiquement, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une méthode discrétionnaire. Ça reste à la discrétion du trader. Ça, on peut pas faire d'algo là-dessus, c'est cuit. Et contrairement à ça, d'accord, il y a ce qu'on appelle des méthodes binaires, d'accord? Binaire, c'est oui ou non, 1 ou 0, d'accord? Voilà. Alors ça, là-dessus, on peut les coder. Alors, c'est très rare de trouver un trader qui a une méthode automatique binaire. Moi, j'en ai une, mais binaire de A à Z. D'accord? Alors, ça a beaucoup d'avantages. Petit 1, l'avantage, c'est que je peux l'enseigner, je l'enseigne d'ailleurs très facilement. D'accord? Les gens qui ont une méthode, c'est une recette de cuisine en fait, hein, très simplement. Hein, c'est une recette de cuisine. On peut apprendre à des gens très simplement une méthode qui fonctionne sur les marchés. Voilà, faites ci, faites ça, achetez vos légumes, vous les coupez et voilà. Donc déjà, il faut vraiment une méthode carrée. Alors, c'est pas donné à tout le monde, même des grands traders qui ont essayé d'automatiser leur méthode, d'accord, en faisant des algorithmes, ils se sont cassés les dents. Il y en a plein, j'en connais plein. J'ai même des potes qui m'appellent et qui m'envoient des mails en me disant ah, Yann, s'il te plaît, fais-moi un algo. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, il faut une méthode, déjà, qu'on appelle une méthode systématique. D'accord? Donc, peu importe mes sentiments, peu importe si j'ai chaud, peu importe si je sens que le marché va monter ou pas, moi, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce que je vois, c'est la méthode, c'est OK, ça monte, OK, ça fait ci, ça, bim, bam, boum. Hop, j'ai des infos qui sont mathématiquement disponibles. D'accord? Ensuite, ce que je fais, c'est que j'écris tout sur une feuille. D'accord? Et là, il faut coder. D'accord? Alors, coder, c'est très compliqué. Ça nécessite, c'est un vrai job, hein, c'est un job à part entière. D'accord? Euh, Au départ, j'ai appris à coder tout seul, mais après, j'avais plus le temps. J'ai embauché un développeur pour coder tout ça. Parce qu'en plus, ça dépassait mes compétences, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% des opérations financières, d'accord, outre-Atlantique, aux US, sont faites par des robots. Il faut savoir que Goldman Sachs, avant, ils avaient 600 traders sur action. Aujourd'hui, ils en ont 2. D'accord? Ils en ont 2. Alors, Ce qui n'a pas induit, je crois que c'était en mai 2010, un micro-crash des marchés financiers. Ils ont débranché Wall Street carrément. alors ouais, maintenant, ce qui se passe, c'est C'est qu'en pas fait, dangereux. alors c'est extrêmement dangereux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, les robots, en fait, eux, n'ont pas de sentiments. D'accord? Ça veut dire que nous, par exemple, si on sent que le pétrole va arriver à 200 $, on va se dire, oula, bon, là, ça fait quand même un très, très haut. C'est ce que disait tout à l'heure, enfin, excuse-moi, Phil, c'est ça. Ce que tu disais, bon, voilà, là, on arrive quand même à des sommets, on va se détendre. Eux, les robots, non, pas de problème. Eux, on y va. On y va, on y va. Plus ça monte, plus on envoie, plus on envoie. Et à l'inverse, plus ça baisse, plus on envoie, plus on envoie. Donc, les marchés dégringolent très rapidement. Maintenant, ce qu'on a sur les marchés, ça ne peut pas dégringoler de 6% ou 7% dans la journée. C'est plus possible. On a des coupes-circuits. D'accord? Par exemple, moi j'y ai assisté, hein, j'étais en position, hop, ils ont coupé le marché, ils ont appuyé sur le bouton, sur le Nikkei par exemple, d'accord? Le marché a dégringolé de 3 ou 4%, ils ont dit allez, stop. Là, ça, c'est pas les traders, c'est les robots. Alors, les robots posent des problèmes, d'accord? Notamment des problèmes de liquidité aussi. Par exemple, sur le DAX, d'accord? Avant, quand on tradait le DAX ou le CAC 40, surtout le DAX, on n'avait que à peu près 15-20 contrats disponibles par ligne de prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous voulez acheter, il faut bien qu'il y ait quelque chose de dispo. Sinon, vous ne pouvez pas acheter. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Par exemple, le matin, au lieu d'avoir 20 contrats par ligne de prix, le matin, vous prenez le carnet d'ordre, vous avez 15 contrats. Il y a certaines horaires, vous avez 8 contrats. C'est-à-dire que des fois, tout seul, vous pouvez faire bouger le cours. Ça, c'est interdit par l'AMF. D'accord? Mais pour avoir vraiment une méthode de trading automatique, il faut vraiment que ça laisse aucune place au hasard, aucune place au feeling. C'est possible, mais c'est très rare. Et encore, il faut que ce soit abouti. Mais alors, abouti du genre abouti. C'est-à-dire une tendance, un timing, un stop loss, des profits, et tout ça écrit au carré. Et comment dire? Et il faut pouvoir le coder, il faut pouvoir l'expliquer à l'ordinateur. Ça, c'est un autre sport, concrètement. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je suis arrivé à faire. Des fois, ça marche. Évidemment, des fois, je perds des trades. C'est obligé, de toute façon. Celui qui vous dit qu'il ne perd pas, écoutez, c'est qu'il ne trade pas, je pense. Voilà. Mais on a des indicateurs qui fonctionnent très, très bien sur le Bitcoin, essentiellement, et sur d'autres cryptos. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de traders qui développent des algorithmes. D'accord? C'est compliqué, ça coûte cher.
Et encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a beaucoup, beaucoup de trading semi-automatique ou automatique. Ça se développe énormément, énormément, énormément. Pourquoi? Parce qu'on fait du court terme et ça devient compliqué. Vous prenez Trump, s'il n'a pas bien mangé, les marchés vont. Voilà, voilà, c'est Kim Jong-un. Ce Trump. Voilà, son coiffeur, il l'a raté hein, avec sa petite coupe de cheveux. C'est pareil, les marchés vont de 10%. Si Merkel, là, la dernière fois, très gros problème, c'était pas sûr qu'elle soit réélue. Voilà, les marchés se sont mis une caisse. Volkswagen, le problème, en fait, le scandale pour les voitures truquées, qu'est-ce qui s'est passé sur le DAX? Le DAX a C'est perdu le 2%. Dieselgate, non? Yes, exact. Les marchés se sont fait déglinguer. Mais alors déglinguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vais même vous le dire, moi, en tant que trader dans un fonds d'investissement, les gens qui viennent me voir ne veulent pas de long terme. Ils veulent pas de long terme. Pourquoi? Parce que plus longtemps tu es exposé sur les marchés et plus c'est compliqué. D'accord? Du coup, il faut investir sur du court terme. Court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la journée, en day trading ou alors sur 3-4 jours. Et là, si tu as une stratégie automatique, effectivement, ça aide beaucoup. C'est vraiment pratique, efficace. Mais encore une fois, c'est très, très, très difficile à trouver. Il y a très peu de traders qui peuvent le faire. Ça vient de la méthode. Hein. Techniquement, ça vient vraiment de la méthode. Si tu as une méthode, tu peux la coder ou la faire coder, eh ben, tu es un des rares. J'estime à peu près qu'on est moins de 4%, moins de 5% de traders où on peut faire coder notre méthode ou la coder nous-mêmes. Si je me trompe pas aussi, Phil, tu en as un, toi, tu as codé ton algorithme. Ouais, mes algos. Comment? Moi, je pars du principe que un, ça fonctionne jamais. Ou alors, il faut que tu en aies un qui regroupe plusieurs sous-algos. Mais l'info, elle peut jamais venir d'un truc, sinon tu te plantes complet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si ton signal de trading, il vient d'un indicateur, deux indicateurs qui sont corrélés, tu es juste complètement dans le rouge parce que tu as beau regarder la même info sous plusieurs angles, ça reste la même info. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, tu combines RSI et MACD, c'est le truc que je vois le plus souvent, c'est la plus grosse des aberrations que j'ai pu voir en termes de codage de stratégie. Tu ne peux pas mélanger ces deux trucs, c'est la même chose, enfin plus ou moins la même chose. Tu regardes juste des mouvements de prix par rapport au prix, alors il y en a un qui est moyenné, l'autre qui ne l'est pas, mais c'est débile d'ajouter ces deux trucs-là, ça ne s'ajoute pas, c'est la même chose. Tu étudies juste le momentum sous deux formes différentes. Donc après, te dire mon signal, c'est quand le RSI fait ci, puis le MACD fait ça, voilà. Bon, bref, ça c'est ce que j'appelle les stratégies à particulier, quoi. Les trucs que tu peux coder en 30 lignes et que derrière, tu peux faire croire que ça va monter to the moon sur ton compte si tu appliques bêtement cette méthode. Bon, la réalité, elle prouve que c'est purement de la vente de conneries, mais après, voilà, les stratégies complexe, intéressante, avec de la vraie gestion du risque à l'intérieur du codage. Mais effectivement, là, on n'est pas sur des machins qui font 30 lignes. Et ça demande, comme on disait tout à l'heure, un savoir, il faut de la patience, il faut apprendre à coder. Moi, c'est pareil, je code depuis 5 ans, j'ai appris à faire ça. C'est un métier, en fait, de coder ce truc-là. Ça prend un temps fou. Il faut s'imaginer, moi, ça fait 4 ans que je bosse sur mes machins et je les améliore encore tous les jours. Donc, il faut se rendre compte que on est clairement loin du petit algo à 30 lignes basé sur un truc simple, croisement, moyenne mobile, 20 périodes, machin, avec ça non, ça marche pas, sinon ça se saurait. Voilà. Enfin, je veux dire, si c'était simple, on serait tous automatisés et on serait tous millionnaires. Et comme disait Phil, il faut multiplier les systèmes. C'est avec ça qu'on obtient la régularité et l'efficacité. Et il faut que le stop de sécurité soit lointain et que notre exposition soit faible sur ce genre de système. Ouais. Et la régularité du profit est importante. De toute façon, ils sont tous basés, tu les regardes. Et vous en pensez quoi, vous, des algorithmes faits par Napoleon, par exemple, sur les cryptos? C'est quoi? Les algorithmes de trading qui fleurissent dans les ICO, choses comme ça dans les cryptos, avec Napoleon, par exemple. Moi, je sais pas. Là, tu me parles d'un truc, je sais même. Ah, des petits robots, des petits bots de trading, c'est ça? C'est ça, les DAF, les robots de trading avancés. Il y a beaucoup d'ICO qui fleurissent justement sur ces sujets-là. Après, c'est sûr que c'est un sujet porteur et tu vois, fait la formation. Ils chopent des gros mecs à sortie number one, mathsup, mathspé, ils leur font 2-3 ans de grosse école de bâtards derrière, ils sont tous embauchés par les banques pour faire de l'algo. Hein. Voilà, c'est-à-dire les mecs qui sont formés à faire de l'algo.
et là, on n'est pas sur de la petite maths, hein, on est sur de la grosse maths, du truc bien violent, et ils recherchent des profils typiques, limite Asperger, enfin voilà, ils recherchent des gens un peu spéciaux, faits justement pour coder des trucs ultra complexes, auxquels, j'ai envie de dire, un cerveau humain normal n'est pas fait pour, t'es pas fait pour réfléchir comme ça, quoi. Et effectivement, tu as des gens qui recherchent dans ce domaine-là, tu as tout un domaine à côté sur le réseau de neurones qui est en train de se développer depuis des années, comme il y a 5 ans, il y avait la mode du FFT, Fast Fourier Transform. Bon, voilà, il y a eu des petites modes un peu, si tu veux, dans les algos. Au final, il va de soi que la réalité, à la fin, c'est que c'est toujours des choses simples assemblées ensemble qui font une réussite. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au final, ce que tu codes à ton algo, c'est ce que tu es supposé faire en tant que trader, c'est-à-dire gérer ton risque. Il faut apprendre à ton ordi à comprendre ce que c'est que le risque. Et ça, putain, Dieu sait que c'est compliqué, mais pourtant, les choses qui composent cette chose compliquée sont simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin au final d'aller dans les trucs ultra complexes type réseau de neurones et compagnie. Ça peut fonctionner, encore une fois, j'en sais rien. Moi, ce n'est pas le domaine qui m'intéresse. Je pense qu'il faut surtout assembler beaucoup de choses simples pour apprendre, entre guillemets, une certaine notion de gestion du risque à un truc qui peut de toute façon naturellement pas le comprendre. Ouais, après effectivement, mais alors, il y a des points vraiment que j'ai vraiment envie de soulever qui sont importants, vraiment importants pour moi. Encore une fois, faire un algorithme, effectivement, alors attention, quand on parle d'algorithme, on parle de combinaison, d'accord, d'algorithmes, de variables, d'accord. Variable, c'est quoi? Variable, c'est des ingrédients, d'accord, qu'on met dans une recette de cuisine, d'accord. Un algorithme, on va dire que c'est la recette, d'accord, et une variable, c'est ce qu'on utilise pour faire cette recette. D'accord. Quand on code des algorithmes complexes avec une gestion, la gestion, c'est extrêmement facile de coder une gestion. D'accord. Si toi, tu appliques une gestion ou moi, par exemple, où je dis, voilà, en gestion, 0,1% de mon capital sur ce trade-là, bon, c'est relativement facile de déclarer des stop-loss ou des profits et tout. Alors après, voilà, il y a des choses, en fait, vraiment, il faut bien le comprendre et ça, c'est hyper important. On n'est pas là pour raser les marchés. D'accord. Encore une fois, rappelez-vous bien, ça, c'est surtout aussi destiné aux traders de foot. D'accord. Vous n'êtes pas là pour trader tout le temps. D'accord. Un marché en range est un marché qui ne trade pas. D'accord. Donc, moi, mon algo, il sait reconnaître les marchés en range, il sait reconnaître la tendance et il trade que la tendance. Il fait que ça. Il fait que ça. Je ne vais pas l'engueuler, l'algo. Si le marché est en range et qu'il ne trade pas, il est fait pour ça. Moi, quand les gens viennent me voir et qu'ils mettent 400 000 €, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. D'accord. Ça, c'est hyper important. Et quand ils me disent, t'as combien d'algo? J'en ai 50. Ils vont me dire, bah, t'es mignon, bisous, au revoir. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas. Alors, après ça peut convenir à plein de gens, hein. On est tous différents. Et clairement, il n'y a pas qu'une méthode qui marche, hein. Il y en a plein. Clairement, hein. D'accord. Moi, j'en ai une. Toi, Phil, t'en as une. Je suis sûr qu'elle marche. Il y en a d'autres qui marchent. Il y en a plein qui marchent. D'accord. Mais encore une fois, le problème de beaucoup de gens, d'accord, c'est d'être trop greedy, d'accord, d'être trop vraiment gourmand, d'accord. On n'est pas là pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Moi, il y a des jours où je ne traite pas pendant 3 jours. Mes potes, ils ont fait plein de points, mais moi, je ne traite pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma façon de faire sur ce type de marché. D'accord. Alors, faites un algo qui est propre, qui est carré, d'accord, qui vous correspond, parce qu'il faut pouvoir le comprendre quand même, mais on n'est pas là pour écumer les marchés. Le but du jeu, rappelez-vous de cette phrase, et ça, c'est extrêmement important, c'est de prendre de l'argent en sécurité. En sécurité. Ça, c'est la clé de la clé. Que ce soit en trading, en investissement, d'accord, que ce soit même justement en algorithme, justement. Et encore plus, parce qu'un algorithme, vous n'allez pas être devant, d'accord, si vous le faites, vous êtes pas, c'est pour pas être derrière la chaise 24-24, d'accord, c'est pour vous reposer. D'accord. Après, il y a un truc important quand même, il faut le dire, parce qu'il faut quand même savoir à qui on parle, parce que c'est ça le truc, encore une fois, si tu es derrière à vendre ça à de la c'est-à-dire du gros gestionnaire effectivement qui va débarquer avec 1 million d'euros et qui va te dire effectivement je veux les placer, je veux pas de risque et pour lequel un rendement 15, 20, 30% par an sont largement suffisants. Il faut bien savoir qu'ici on s'adresse pas du tout à ce genre de personnes-là. Là on s'adresse à du petit capital qui de toute façon, et moi c'est l'approche que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que de toute façon en fait c'est un luxe que vous pouvez pas vous offrir en fait. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as pas 50 solutions. Soit tu trades à faible risque, effectivement, mais tu vas être obligé de mettre du levier pour que ça ramène quelque chose. Et c'est bien plus dangereux le levier que de prendre du risque. Mais il va de soi que de toute façon, tu démarres avec un handicap considérable quand tu as un petit capital. Parce que tu es obligé de partir dans des zones dangereuses, des zones d'ombre qui sont soit le levier, mais ça
celle-là, on sait que c'est un précipice. C'est même pas, j'ai envie de dire, une zone d'ombre. C'est à partir du moment où tu as mis le pied dedans, tu es déjà en train de glisser, tu t'en rends même pas encore compte. Mais donc celle-là, il faut pas y aller. Voilà, c'est clair. Le levier, on fait que le répéter. Et pourtant, à chaque fois, et c'est toujours pareil quand on voit les traders particuliers débarquer et qui apprennent à trader sur les marchés, ben, c'est toujours les mêmes conneries. On leur répète toujours qu'il faut pas mettre de levier, mais ils le font toujours par rapport du gain. Ça, j'ai envie de dire, c'est les mythes naturels dans le. Alors, je suis le témoin vivant de ça. Mais J'ai tout le fait une monde est correcte. vivant, mais Si jamais. mais Yann, c'est pareil. Quand on a commencé, on a tous fait la connerie, on a tous mis du levier. C'est comme ça, si tu veux. C'est l'appât du gain et combiné à l'expérience qui font que tout le monde passe pratiquement par ces erreurs-là. Et donc voilà, le levier, bref, faut pas y aller, ou en tout cas, si tu y vas, faut faire en sorte que tu te rendes vite compte que la pente, elle est ultra glissante et vite remontée avant de te faire démonter. Et derrière, tu as une autre pente gênante qui est celle du risque. Mais malheureusement, voilà, après celle-là, je veux dire, il faut arriver à gérer ton risque. Et après, je veux dire, au moins l'erreur, elle viendra de toi. Le problème, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand tu n'as pas de capital, et c'est le cas de tous les gens à qui on s'adresse, il y a très peu de gens au final dans nos auditoires qui ont des capitaux suffisants pour se permettre de ne pas prendre de risques. Mais le truc, c'est ça, c'est que quand tu prends trop de risques, c'est toi le responsable. Quand tu prends du levier, ce ne sera jamais toi. Et derrière, tu vas finir quoi? Tu vas finir ruiné du jour au soit tu auras fait une petite erreur, mais le truc, c'est que derrière, ça forme les gens à dire les marchés financiers sont tout pourris, c'est tout manipulé, c'est de la merde. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils font n'importe quoi. Et tout ça, c'est parce qu'un beau jour, ils ont fait n'importe quoi et le levier les a complètement démontés parce que les éléments exogènes, ils sont là, ils sont toujours présents, ils peuvent frapper à n'importe quel moment. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le marché, c'est la théorie du chaos, bordel. Tu maîtriseras jamais rien. Et partir du principe que tu te dis, OK, sur un trade, je risque 30% de mon capital. Ouais, c'est bien, mais il suffit que tu en rates 3 et tu n'as plus de capital. Puis alors, si tu risques tout ton capital avec du levier sur un trade, il suffit que tu te sois planté, c'est mort. Non, donc, même à 5%, c'est-à-dire, on prend des risques. 5%, ça reste gérable. C'est agressif, certes, mais ça reste gérable. Oui, après chacun, c'est pareil, encore une fois, chacun, c'est vrai que tu trade et s'expose comme il l'entend. Après, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Alors, il y a un truc qu'on appelle le drawdown, d'accord? Le drawdown, en fait, c'est le maximum de négatifs que vous avez pu enchaîner, d'accord? C'est-à-dire le nombre de trades négatifs ou alors le nombre en termes de monnaie que vous avez pu enchaîner. À peu près, quelqu'un qui est bon, un bon trader, il enchaîne maximum, on va dire, les 4 ou 5 trades négatifs. C'est-à-dire que si vous avez 5% par trade, d'accord, et que vous enchaînez 5 trades, vous avez déjà plié 25% de votre capital. D'accord, 25% de votre capital. Donc après, si vous mettez 5% de 75%, ça ne reste pas le même montant que 5% de 100%. D'accord? C'est vrai que déjà là, voilà. Et en plus de ça, là, on parle de crypto. Ça veut dire que sur les cryptos, il y en a très peu qui connaissent la notion de stop loss. Très peu. Très, très peu. Et encore, quand il y a des stop loss sur certaines plateformes, en aucun cas, ce sont des stops qui sont garantis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en vois beaucoup, par exemple, sur les forums qui disent « Ah, voilà, le cours, il a touché, mais il n'a pas été déclenché. » Effectivement, si jamais le cours arrive sur votre stop et qu'en fait, derrière, votre broker, il n'a pas l'argent pour financer le stop, vous faites slipper, ça s'appelle un slippage. D'accord? Donc, en gros, vous avez mis un stop, mais vous faites déglinguer. Évidemment, les brokers, ce sont des brokers un peu, des fois, à la ramasse. C'est pour ça que le broker… Exactement. Le broker, c'est un fournisseur de liquidité. D'accord? C'est lui qui va vous mettre en relation, ou même très souvent, c'est lui qui va faire ce qu'on appelle la contrepartie. D'accord? Donc, s'il veut vous la mettre à l'envers, d'accord? Votre stop, il a été touché. Ah ouais, j'ai mis un stop, et vous faites exécuter. Exécuter, ça veut dire le stop déclenché, mais je ne sais pas, moi, $500 en dessous. Et là, ce n'est pas 5% que vous avez perdu parce que vous avez envoyé le pâté, d'accord? Vous n'avez pas mis 5, vous avez mis 10, d'accord? Et là, vous n'avez pas perdu 10 parce que vous avez été slippé, d'accord? Parce que la Corée du Nord a dit à monsieur d'aller se faire foutre, d'accord? Et alors là, je ne vous raconte pas, là, vous prenez 15% dans les dents. Donc là, même psychologiquement, vous êtes mal, clairement. Là, vous parlez plus à votre femme, vous divorcez, d'accord? Imaginez, vous en enchaînez 3 comme ça. Je pense qu'on pourrait conclure par rapport à tout ça. Faites toujours attention, très bonne réflexion encore une fois de Phil et de Yannick par rapport au levier. Faites toujours très attention, comme il dit tout à l'heure Phil, c'est une pente très glissante. Oui, quand on disait 5, moi 5, voilà. C'est le maxi du maxi. Si tu as un petit capital. Mais malheureusement, nous allons devoir conclure notre épisode du Trading Points.
C'est super intéressant en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a des profils différents. Et, J'ai adoré ce débat, cette confrontation d'idées, c'était très intéressant. ouais, c'est chouette, c'était vraiment chouette. Ouais. Eh bien écoutez, très heureux de t'avoir accueilli avec nous, Nick. C'était super intéressant cette Merci cette beaucoup. confrontation. Pris du plaisir en tout cas, c'était sympa de discuter. Vraiment chouette. Eh ben nice, je te remercie d'être venu. Comme à chaque fois, merci à toute l'équipe, Phil, Jean-Luc et Baptiste. Et sur ces belles Merci à paroles, il est vous. vraiment temps de se quitter. Allez, Bonne en vous soirée, souhaitant ciao, une ciao. bonne soirée, bon trade à tous. Bonne Allez, soirée. bye. Merci beaucoup.